J'ai la joie ce soir de recevoir Arnaud Frisch et le sujet de notre webinaire ce soir, c'est les secrets du calibrage écran. C'est des sujets qu'on a déjà abordés, mais ça faisait longtemps qu'on n'avait pas refait le point. Donc ce soir, c'est le point sur 3 éléments. Donc Arnaud va vous présenter son déroulé, on va dire, en 3 parties. La première, c'est quels sont les paramètres pour choisir son écran pour la retouche photo. Ensuite, il va nous montrer comment calibrer un écran avec le logiciel fourni avec la sonde. Et puis la troisième partie sera dédiée au calibrage hardware, c'est-à-dire le calibrage de l'écran, mais avec le logiciel fourni par le fabricant de l'écran. Et comme c'est un webinaire sponsorisé par BenQ, on va faire tout ça avec un écran BenQ SW. Mais si vous avez une autre marque d'écran, eh bien vous pourrez quand même suivre toutes les recommandations d'Arnaud et vous pourriez imaginer comment ça marcherait avec un autre logiciel, bien entendu. Avant de passer la parole à Arnaud, je rappelle les petites règles pour nos webinaires. Vous êtes tous connectés en ce moment, mais il n'y a que moi qui parle, votre micro est coupé. Vous pouvez interagir avec nous par le biais de l'outil questions que vous devriez pouvoir voir sur votre écran. Souvent, c'est sur la barre à droite, mais d'un ordi à un autre, ça peut être à un autre endroit. Et donc, j'aimerais que vous me disiez si le son et l'image sont de qualité pour vous. Donc, je regarde en même temps s'il y a des réponses. Je sais qu'il y a déjà pas mal de gens qui m'ont fait un petit coucou. Et donc, la présentation d'Arnaud va se faire, elle va durer 35-40 minutes. Ensuite, on fera une toute petite pause publicitaire et on parlera des offres spéciales qui sont disponibles chez notre revendeur partenaire qui s'appelle Cirque Photo. Et on passera à la fin à la session questions-réponses où vous pourrez interagir avec Arnaud. Alors, ce qui est très important, c'est que au fil de la présentation d'Arnaud, potentiellement, vous pouvez avoir des questions. On ne va pas y répondre, on ne peut pas interrompre pendant la présentation d'Arnaud, ce serait destructeur pour lui. Par contre, moi, je note les questions, je suis votre modérateur et je poserai ces questions-là que vous pouvez poser donc au fil de l'eau, je vais les retenir et je les poserai à Arnaud de vive voix pendant la fin de la partie de ce webinaire dans la session questions-réponses. Voilà, je vais maintenant passer la parole à Arnaud. Vas-y mon coco, tu peux y aller. Eh bien, bonsoir à tous. Vraiment, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un petit jeu que j'adore faire. Donc, essayer de vous expliquer un petit peu où on en est en termes de gestion de la couleur et jouer au jeu des questions-réponses. Et donc, dans un premier temps, je souhaite encore une fois vivement remercier Hervé Petit, la société Lumescar, pour son invitation et nos partenaires BenQ et Cirque Photo. Et puis, on reparlera de Cirque Photo et de ce partenaire un petit peu plus tard, j'imagine, pendant la session des publicités. Oui. Voilà, parce qu'on a des petites choses à dire et il va y avoir des déplacements, des choses comme ça, donc des choses qui peuvent vraiment vous intéresser, en tout cas, j'espère. Alors, on démarre tout de suite, mon cher Hervé? Eh oui, c'est parti. Eh bien, c'est parti. Donc, ce soir, en fait, effectivement, c'est des sessions, des sujets qu'on a déjà abordés, mais ce qui est vraiment important, c'est que là, vous venez de voir, avant-hier, j'ai publié mon 106e test d'écran un peu orienté, donc photo ou vidéo, en moins de 4 ans, 4 ans et demi. Et en fait, au fur et à mesure que je teste de nouveaux écrans, je passe mon temps à essayer de voir les mises à jour, de tester, voir l'évolution du marché, l'évolution des tendances, quels sont nos besoins en tant que photographe, quelles sont les évolutions de nos besoins. Et donc, je suis quand même ravi de vous revoir, même si, évidemment, pour certains, il va y avoir des redites, mais peut-être allez-vous pouvoir glaner des nouveautés. Vous voyez, en fond d'écran, là, je viens aussi de tester une très jolie nouveauté. Donc, la société Calibrite qui a été scindée, qui est le résultat de la fission de la société X-Rite, qui était très connue pour sa sonde i1 Display Pro. Et donc la société Calibrite a dans un premier temps séparé les produits de calibrage d'écran, donc toutes les sondes qui étaient avant, donc i1 et maintenant qui s'appelle Color Checker Display, Color Checker Display Pro, celle que j'utilise très souvent, la Display Pro Plus, et
une très grande nouveauté donc de février, la société Calibrite a enfin fait évoluer le logiciel qui s'appelait iOne Profiler et qui est devenu Calibrite Profiler. Donc évidemment, un gros changement, évidemment cosmétique, mais des petites avancées qui sont des fois tout à fait utiles. Donc pas pour tout le monde, mais quand c'est vraiment utile pour vous, vous allez voir que c'est des vraies nouveautés intéressantes. Donc tout n'a pas été bouleversé, hormis la présentation, mais plein de petites améliorations à droite à gauche, toujours bienvenues, et parfois des vraies avancées très pratiques pour certains usages. Donc vous voyez, tout ça évolue en permanence. On reparlera également pendant le calibrage hardware. On reparlera évidemment de cet écran, donc BenQ. Le logiciel propriétaire BenQ pour faire ce type de calibrage dont on parlera des avantages, inconvénients, mais surtout des gros avantages du calibrage hardware. Et ben, nous verrons que le logiciel qui s'appelle Palette Master Element a encore eu des nouveautés. Je l'ai réutilisé il n'y a pas très longtemps pour voir et j'ai remis à jour mon tutoriel parce que maintenant je trouve que ça fonctionne vraiment très très bien. Donc pour moi, il y a 2 logiciels qui sont en calibrage hardware qui fonctionnent super bien aujourd'hui et dont Palette Master Element. Donc vous voyez, tout ça évolue en permanence et donc vraiment je suis content de vous revoir ce soir pour vous faire part de toutes ces petites choses que je glane à droite, à gauche. Donc ce soir, on va dans un premier temps faire le point sur les critères de choix d'un écran de retouche photo, mais qui peut être de plus en plus aussi pour la retouche, le montage vidéo. Donc là, je vais vous partager mon écran. Je vais lancer le partage d'écran. Alors, je ne sais pas quel écran vous voyez exactement. Est-ce que tu peux me dire, Hervé, est-ce que c'est la nébuleuse d'Orion ou est-ce que c'est mon site internet qui est juste en dessous? Alors, on voit la nébuleuse d'Orion. On voit la nébuleuse d'Orion. Donc, ce que je vais faire, je vais déplacer ma fenêtre de mon site internet. Donc, je vais m'appuyer toujours sur mon site internet. Pourquoi? Parce que donc je le mets régulièrement à jour. Et là, comme vous voyez, voilà, j'ai une partie qui est dédiée au choix d'un écran. Avec là, j'ai choisi 15 critères. On va voir les plus importants ce soir. Et vous voyez, tous sont détaillés ici. Et donc, il y a des critères qui sont un petit peu plus importants, où il y a plus de choses à dire ce soir si on ne veut pas être juste dans la redite. Et on va commencer par la taille des écrans. C'est une question qui revient très souvent. J'ai beau avoir fait ceci depuis des années, voilà, il est en libre accès gratuit sur Internet, mais voilà, quand on est dans le choix d'un écran, on peut être amené à hésiter donc entre différentes tailles. Et donc, je tiens vraiment aujourd'hui un petit peu plus à insister en termes de taille, évidemment physique, parce que ça a une implication sur votre bureau, mais également le budget que ça va impliquer. Ça, c'est forcé. Donc, et puis les différentes possibilités qu'il peut y avoir. Donc, les tailles les plus connues, c'est évidemment le fameux 24 pouces, voyez, qui représente à peu près 53 cm de large. Vous avez après la taille qui est la plus vendue aujourd'hui, le fameux 27 pouces, donc qui est sensiblement plus large. Et cette largeur en plus va vous permettre, par exemple, d'afficher davantage de palettes outils quand vous travaillez, ou bien parce que ça, c'est si on travaille par exemple dans Photoshop. Vous avez la possibilité d'afficher des palettes outils sur la droite ou la gauche de votre fenêtre principale de Photoshop. Mais de plus en plus de gens utilisent Lightroom ou font du montage vidéo avec des logiciels de montage. Or là, pour avoir une place conséquente pour sa timeline ou pour afficher les vignettes de Lightroom, par exemple, il est préférable d'avoir des écrans un peu plus panoramiques. Les écrans 24 pouces, qui étaient vraiment les écrans les plus vendus il y a quelques années, sont maintenant détrônés par notamment les 27 pouces, voire les 32 pouces, quand vous avez de la taille sur votre bureau ou le budget qui va avec, parce qu'ils sont plus panoramiques et vont vous permettre d'afficher davantage de choses en même temps sur le même écran, donc notamment pour les monteurs vidéo. Donc voilà, le 27 pouces aujourd'hui fait pratiquement l'unanimité. Maintenant, on pourrait se poser la question du 32 pouces. Et là, j'ai toujours les mêmes choses que j'ai envie de dire entre le 27 et le 32. On parle aussi un petit peu de budget. Qui dit un écran physiquement plus grand, dit un écran qui, à qualité équivalente, va être sensiblement plus cher. Or, le point qui est vraiment important, c'est que si par exemple vous faites du montage vidéo, vous allez être plutôt focus sur 27 ou 32, mais surtout
le deuxième point dont on va parler juste après, la fameuse définition. Plutôt, donc si on parle d'un 27 pouces, la définition QHD, 2560 pixels affichés sur la largeur de votre écran, ou bien la fameuse 4K, qui est un abus de langage. Il y a très peu d'écrans qui sont réellement 4K, parce que c'est 4096 pixels. En revanche, beaucoup d'écrans sont ultra haute définition, UHD, et non pas QHD. Et eux affichent 3840 pixels. Or, un point qui est essentiel sur, sur ces fameuses tailles d'écran et définition, là j'ai mis une copie d'écran sur mon site un petit peu plus bas, où je vous montre, voilà, à cet emplacement-là, regardez, si vous avez un écran en 32 pouces, la plupart du temps, même s'il est, par exemple, on va prendre un écran plutôt orienté montage vidéo, donc ultra haute définition, par rapport à 27 pouces. L'écran étant physiquement plus grand, vous avez la même définition, mais si vous affichez la vraie définition absolue, même pour les textes donc pour les menus de votre écran, vous allez vous apercevoir que les menus vont être extrêmement petits, donc illisibles. Et donc, qu'est-ce que font les logiciels et les systèmes d'exploitation? Ils se disent, on va garder la finesse d'affichage avec des pixels extrêmement fins, évidemment. En revanche, les menus, on va quand même les afficher plus grands, en fait, comme s'ils étaient affichés sur un écran avec l'ancienne définition, celle qu'on trouvait couramment et encore hier, le QHD, 2560 pixels. Donc, en fait, vous vous retrouvez avec des 27 pouces, des 32 pouces qui vont afficher au final la même définition, l'équivalent de 2560 pixels. S'ils sont 4K ou Ultra HD, ils vont juste avoir une finesse de pixels plus fine. Donc, pour l'affichage des menus, ça ne va rien changer. Vous allez vous apercevoir qu'en fait, ils vont grossir les systèmes d'exploitation, les logiciels vont grossir comme une espèce de loupe, vont grossir les menus pour qu'ils soient plus lisibles. En revanche, la zone centrale où vous allez vraiment travailler votre photo, par exemple dans Photoshop, ou bien faire votre montage vidéo, là réellement, un pixel écran va afficher un pixel de votre image. Donc là, la différence n'est pas tout à fait anodine, mais sur les menus et donc sur l'impression d'espace que vous avez à travailler sur 27, 32, QHD ou ultra haute définition, finalement, ça revient au même. Donc, des éléments pour essayer de choisir. Le 27 pouces, plus petit physiquement sur votre bureau. Donc, des fois, ce n'est pas négligeable. C'est vraiment très sensible la différence en taille, en largeur et en hauteur. Si vous n'avez pas beaucoup de recul pour mettre votre écran, un 32 pouces, vous avez vraiment l'impression de quelque chose qui vous saute à la figure. Donc, le 27 pouces, là, est plus approprié. 27 pouces plus petit, donc moins cher, à qualité équivalente. Mais, menu toujours plus petit. Si on prend un écran 27 pouces en QHD, on est à 110 ppp. Et si on prend un écran 32 pouces en toujours QHD, là, on serait en 95 ppp. Ce qui veut dire une résolution supérieure sur le 32 pouces, pardon, sur le 27 pouces, résolution supérieure, donc des menus un peu plus grands. Donc en fait, quand vous mettez les deux logiciels affichés sur un 27 et un 32, vous avez le sentiment en fait d'avoir exactement la même quantité d'outils de timeline devant vous, mais légèrement grossi de à peu près 15% sur le 32 pouces. Donc c'est très utile pour ceux qui ont une vue qui baisse. Moi j'ai passé la cinquantaine, j'ai la vue qui baisse un peu, et bien du coup je suis plus à l'aise avec un 32 pouces qu'avec un 27 pouces. Donc voilà, ça c'est le critère pour moi qui permet de déterminer essentiellement le budget, la taille physique et l'effet loop que permet un 32 pouces. Voilà, ça c'est le premier critère sur lequel, à force de pratiquer, à force d'ouvrir des logiciels, à force de tester des écrans, très clairement, je vois cette différence vraiment importante et c'est une question qui revient souvent. Le deuxième critère qui va être très important pour choisir un écran, ça va être le critère qualité qui va de pair, ça c'est vraiment important. Donc, on a parlé de la résolution, définition. Là, je vais tout de suite attaquer avec le fameux gamut. On reviendra un tout petit peu plus tard sur un point que j'ai mis en 4e position sur mon site, les technologies. Là, c'est vraiment, il y a des choses qui bougent beaucoup en ce moment. Sur le gamut, donc toujours cette grande question, est-ce que je prends un écran sRGB? Est-ce que je prends un écran sRVB? Est-ce que je prends un écran large gamut? Adobe RGB. Tu peux nous montrer les espaces, tu l'as peut-être? Les deux espaces, les texte, c'est pas très intéressant. Donc, ce qui est intéressant, vraiment,
au-delà de, en fait, c'est comme pour les voitures. Évidemment, une voiture qui va à 300 km/h, c'est mieux qu'une voiture qui va à 180. Oui, mais tout dépend de l'usage. Il se trouve que l'usage principal que l'on peut faire aujourd'hui de nos images, pour énormément, donc peut-être qu'il y aura un sondage de Hervé un peu plus tard, parce que ça peut être intéressant. Dans l'usage que je fais principalement de mes images, de mes commandes, il se trouve que j'utilise principalement le sRGB. Parce que mes images vont être diffusées sur Internet, sur des réseaux sociaux. C'est l'espace couleur que je conseille toujours d'utiliser pour quand on diffuse ces images, quand on va envoyer nos images, notre travail pour les autres. Eux vont le diffuser sur Internet. Donc, je conseille plutôt le sRGB. Évidemment, c'est une limite, mais comme c'est une limite que tout le monde, utilise pratiquement, eh bien, ça permet de ne pas avoir de mauvaises surprises. Mais on est des clients parfois, donc j'imagine que dans la communauté de gens qui nous écoutent ce soir, vous avez, et ça m'est arrivé l'année dernière, vous avez parfois des commandes qui peuvent nécessiter de la mettre les petits plats dans les grands. Vous allez avoir besoin de faire des retouches photos beaucoup plus exigeantes avec des couleurs très saturées. Et vous voyez, entre en noir ici, l'espace couleur sRGB qui convient, vraiment, je me tue à le répéter, mais c'est pas grave. Le sRGB, dans de très très nombreux cas quotidiens, suffit largement. Et c'est pour ça qu'en fait on s'en contente. On s'en contente pas parce qu'on est des pauvres gens, on s'en contente pas parce qu'on est minable, parce qu'on est des débutants. Non, non, on s'en contente parce que réellement le sRGB contient déjà des millions de couleurs dont on a besoin au quotidien. Et finalement, le nombre de cas pratiques où on a besoin d'aller plus loin avec des couleurs, donc vous pouvez le voir ici, essentiellement vers le vert, plus saturé vers le vert. Mais vous voyez, toutes les couleurs qui sont ici, toutes les couleurs vertes ici, rouges et bleues, qui sont déjà contenues dans le sRGB, vont largement nous suffire la plupart du temps dans le quotidien. Quelquefois, on a besoin de faire un travail avec davantage de couleurs saturées. Et à ce moment-là, qu'est-ce que c'est pratique d'avoir un écran, et là aussi par exemple dans les rouges, qu'est-ce que c'est pratique d'avoir un écran large gamut qui va vous permettre une chose vraiment très précieuse, c'est de voir sur votre écran ce que vous êtes en train de faire quand vous retouchez des couleurs très saturées. L'image, votre image, si vous la travaillez sur un écran sRGB, bien sûr qu'elle conservera ces couleurs-là, mais vous ne pourrez pas voir sur votre écran les effets de vos différentes retouches. Vous allez avoir sur un écran Adobe, si vous êtes en train de photographier une robe verte, bien saturée, avec un très bel éclairage un peu direct, vous allez avoir tout un drapé, donc toutes les nuances de votre robe sur l'écran qui affiche l'Adobe. Sur l'écran qui affiche seulement le sRGB, eh bien là, les couleurs sont trop saturées. Et à ce moment-là, votre robe, qu'est-ce qu'elle va se faire? Elle va avoir un aplat. Vous allez perdre la structure de la robe. C'est beaucoup moins facile pour travailler sur une retouche comme ça. Donc, pas tout le temps, mais réellement, parfois, on a besoin d'avoir un écran qui affiche les couleurs saturées. Et le deuxième critère qui va de pair, voyez, moi j'ai un écran très haut de gamme à la maison, donc devant moi qui affiche l'Adobe RVB. C'est toujours le cas en 2023. Tous les écrans que je teste quand ils affichent l'espace couleur Adobe RVB, clairement, sont toujours des écrans de meilleure qualité par ailleurs. Donc, vous avez un meilleur sRGB parce que les couleurs sont plus précises. Vous avez des gammas qui sont aussi, quand vous affichez un gamma 2.2, il est plus proche du vrai 2.2 que d'autres choses. Voilà, moi j'ai des fois testé des écrans qu'on demandait à 2.2, on se retrouvait avec du 2.1 voire moins. Donc les écrans qui permettent d'afficher l'Adobe, quand bien même vous n'en avez pas besoin pour votre usage, c'est quand même des écrans globalement de meilleure qualité. C'est même pas globalement, c'est pratiquement tout le temps des écrans de meilleure qualité que les écrans qui n'affichent que le sRGB. Et donc après, qui peut le plus, peut le moins. Voilà, même si j'en profite pas tout le temps, au moins Je quand peux j'en ai préciser besoin. un point, Oui, oui, c'est important de se rendre compte aussi que quand tu travailles en Adobe RVB, tu peux simuler une impression papier, alors voilà, alors que le c'est ce que j'allais dire. sRVB C'est le est trop dernier court point quand même. qui est essentiel. L'année dernière, j'ai été contacté par une très grosse boîte qui doit travailler donc avec des clients dans le monde entier et qui avait des problèmes entre l'affichage, les épreuves qu'ils envoyaient à leurs clients pour dire voilà comment nous on va décorer ce que vous nous demandez de faire. Et en fait, ils avaient un vrai problème de corrélation de couleurs entre le nuancier
en l'occurrence, là, c'était un nuancier, non pas Pantone le plus connu, mais RAL, certains d'entre vous connaissent sûrement. Donc, le client venait avec son nuancier, il voulait par exemple telle couleur orange, et en fait, cette boîte-là, qui travaillait avec des écrans plutôt de bonne qualité, calibrés évidemment, mais là, on a mis en évidence deux choses. Quand l'écran, même calibré, n'est pas suffisamment bonne qualité, eh ben, les couleurs vont changer du matin au soir selon la température, selon plein de critères comme ça. Même malgré les faits qu'ils soient calibrés, les écrans ont tendance à changer d'aspect dans la journée. Et surtout, l'écran n'affichait pas, leur écran n'affichait pas la couleur RAL du nuancier. Donc, comment voulez-vous la travailler et comment, à la fin, voulez-vous éventuellement l'imprimer? Eh bien, en fait, dans leur cas à eux, qu'est-ce qui se passait? Il y avait le nuancier, leur écran à ce moment-là, donc ils ont changé d'écran, ils ont pris des écrans haut de gamme en Adobe. Leur imprimante, qui était quand même de très haute qualité, était capable d'imprimer la couleur RAL. Là, c'était bon. Seulement, eux ne pouvaient pas travailler devant. Donc, en fait, quand on regardait la couleur orange devant chez eux, devant leur écran, ils étaient complètement à côté de la plaque. L'orange était désaturé. Voilà, c'est ce que je vous montrais tout à l'heure. On avait une couleur désaturée. Le même orange n'était pas affichable. Donc, une partie de leur travail en amont pouvait, le nuancier pouvait voir la couleur, le tirage pouvait. Et ce qui est très important, c'est qu'aujourd'hui, nos écrans n'affichent que, entre guillemets, l'Adobe RVB. Moi, j'aimerais bien qu'ils gonflent encore un petit peu, mais ça fait très longtemps qu'on est coincé avec l'Adobe. Ça serait bien. Vous voyez, là, regardez l'Adobe ici. Vous voyez, on a encore plein de place là. Si on pouvait, même si on travaille encore en rouge, vert, bleu, vous voyez qu'on pourrait encore agrandir l'espace couleur en allant chercher des bleus encore plus saturés à la limite de l'espace couleur, la CIE XYZ. On pourrait aller plus loin dans les verts et plus loin dans les rouges, tout en conservant une technologie identique, rouge, vert, bleu. Si on voulait reproduire, vous voyez, ça c'est un point qui est vachement intéressant, si on voulait essayer de se rapprocher de l'espace couleur qui est capable de voir l'être humain, eh bien là, avec un triangle, on n'y arriverait pas. On perdrait, si on mettait la pointe du triangle ici, on perdrait quand même plein de verts. Et donc, m'avait fait remarquer Jean Delmas, un monsieur qui a écrit un merveilleux bouquin sur la gestion de la couleur il y a assez longtemps. Eh bien, il m'a dit, regarde Arnaud, si on travaillait avec 5 couleurs et non pas 3 comme l'œil, mais ça, techniquement, ça poserait aucun problème, on pourrait se rapprocher. Donc, vous voyez, on est un peu limité avec l'Adobe. Et ce qui est vachement important à retenir quand vous faites de l'impression, là, je vous conseille encore plus de travailler avec un écran Adobe RVB parce que le gamut des papiers, notamment brillants, les papiers RC et autres, pas les papiers mat évidemment, et les papiers brillants sont capables d'aller sensiblement plus loin que l'Adobe RVB. Donc, quand bien même vous travailleriez sur un écran de très haut de gamme, ouais. J'ajoute un point qui est important, les imprimantes photo 6 cartouches et plus sont toutes capables de dépasser le SRVB. Donc c'est important, c'est pas juste des imports. Même l'Adobe. Oui, des fois l'Adobe. Mais dans certaines régions, ils sont capables. Et du coup, vous allez vous retrouver. Non, mais attention, ce qui veut dire qu'en fait, il n'y a pas besoin d'avoir une imprimante spéciale pour imprimer du Adobe RVB. L'Adobe RVB, c'est un petit peu la cible pour toutes les imprimantes photo du marché, qu'elles s'appellent Epson, Canon ou d'autres marques, elles en sont capables. Donc, si on a un écran qui est limité à sRVB, on bride sa créativité en retouche photo, alors même que on ne voit pas ce qu'on fait. Certaines couleurs sont imprimables, ce qui peut être dommage pour certains. Alors, ce n'est pas toutes les couleurs, comme tu l'as bien expliqué, c'est les couleurs saturées. C'est notamment dans les verts. Vert et rouge, rouge aussi un peu. Un peu rouge et beaucoup vert. Oui. Et donc, les rouges, c'est toutes les teintes chères. Les verts, c'est pour tout ce qui est photo de nature. Donc, ça peut quand même avoir une importance suivant la photo qu'on fait. Alors, si c'est juste pour faire des photos de famille qu'on va mettre sur Internet, le sRVB convient bien, on est d'accord. Mais le jour où vous vous intéressez un peu plus à la photographie, que vous voulez pouvoir offrir un tirage, ou vous participez à un concours dans votre club photo, que vous voulez participer à une exposition, le sRVB, en fait, Arnaud, tu as testé, tu disais 106 écrans là sur les 4 dernières années. Tu te rends compte que ça peut devenir un handicap si on a vocation même à imprimer 1 ou 2 fois par an une photo. Et on est bien d'accord, vous n'allez pas imprimer à tour de bras des photos. Mais de temps en temps, vous faites une très belle prise de vue qui vous plaît et vous avez envie de la montrer. Donc, vous allez peut-être
en faire un beau tirage pour l'encadrer, pour l'offrir, hein, comme on disait. Ben, dans ces Pour le cas-là, vendre, ouais. ouais, ou le vendre, hein, bien sûr. Dans ces cas-là, ben, c'est dommage, vous risquez de gâcher en fait une photo qui est parfaite et qui a bien été prise par votre boîtier si votre écran n'est pas capable en fait d'afficher les couleurs. Donc le problème, il n'est pas au niveau de votre capteur. Les boîtiers, ils sont pas trop de limites là-dessus. On vient de vous expliquer que les imprimantes couleurs, que vous en ayez une ou que vous fassiez imprimer à l'extérieur, hein, sont Exactement. capables pratiquement toutes de faire du Adobe RVB, voire de le dépasser. Ouais, Donc ouais, ouais, ouais. Ah oui, ah oui. Moi, je si suis le très clair, maillon hein, c'est très faible, clair. Hmm. si le maillon faible, c'est votre écran, bah, ça peut être dommage. Voilà, j'arrête Mais là. c'est même très pénible, hein. Moi, j'ai fait des retouches où effectivement, on voit le tirage, on voit énormément de subtilité. Moi, par exemple, les vitraux de la cathédrale de Bourges, dans les rouges, eh bien, sur mon tirage, je voyais des nuances. Je les voyais absolument pas sur mon écran, pourtant haut de gamme. Pourtant haut de gamme. Donc, imaginez sur un écran sRGB. Et là, le risque, si vous n'êtes pas à l'aise avec le travail à la pipette, et il faut beaucoup d'expérience pour être à l'aise avec le travail à la pipette, là, le risque dont vient de parler Hervé, c'est que ne voyant pas ce que vous faites, vous pouvez dégrader votre photo en disant bon, bah, c'est bon, c'est pas, je l'ai pas pris en photo, c'est pas dans ma photo, laisse tomber. Or, si il était bien dans votre fichier, et si vous n'avez pas l'habitude de travailler avec la pipette, bah, vous pouvez abîmer votre fichier et au final avoir un tirage qui serait très en deçà de ce que tout le potentiel que vous aviez pris, notamment en travaillant avec des fichiers RAW par exemple. Donc c'est pas anodin aujourd'hui, qualité, voilà, petit peu le plus, peu le moins, et toujours des écrans de meilleure qualité. Je vais finir sur les critères des écrans assez vite. Donc, écran de qualité, souvent également aussi vendu avec une casquette. Tellement pratique quand on a un seul écran et qu'on n'a pas la maîtrise de pouvoir fermer les volets chez soi, de pouvoir maîtriser le contraste de l'image qui est affichée sur son écran. Donc ça, c'est vraiment aussi, voilà, on monte un petit peu en gamme. Les casquettes ne sont pas des objets qui valent très très cher, même en vente accessoire, mais très utiles. Et souvent, les écrans plus haut de gamme sont vendus avec une casquette. La dalle mat, ça très vite fait, très vite fait. Certes, une marque très connue aux fruits fait des écrans avec des dalles brillantes. C'est très spectaculaire. Moi, je ne boude pas mon plaisir quand je vais surfer un peu sur Internet sur une telle dalle. Mais réellement, je ne sais pas si vous avez constaté la même chose que moi, quand vous avez travaillé 3 ou 4 heures sur une dalle brillante, vous avez les yeux qui pleurent. C'est fatigant. C'est pas fait pour. C'est clairement pourquoi les écrans très haut de gamme sont mat. C'est pas une coquetterie, c'est réellement, c'est impossible de travailler à longueur de journée sur un écran brillant, même si c'est extrêmement beau. Donc, qu'on veuille en faire un achat pour présenter au final à ses clients, mais s'il vous plaît, si vous êtes retoucheur ou alors que vous avez des retoucheurs qui vont travailler, achetez-leur des bons écrans avec Dalmat. Ils n'auront pas de fatigue oculaire, même s'ils doivent travailler 10 heures par jour. Et puis après, vous présentez, et pourquoi pas votre travail sur un écran brillant, tout beau, tout joli dans le bureau où vous recevez vos clients. Mais réellement, pour moi, même s'ils sont très beaux, même si c'est la 5K, là, je pense au grand écran 27 pouces, c'est vraiment très beau, il y a aucun doute. Le problème, c'est que c'est très fatigant. Donc, on ne peut pas travailler longtemps avec ce genre d'écran. Les autres points que j'avais notés, oui, on va finir là-dessus, sur le choix des écrans. Une chose qui évolue beaucoup, c'est les technologies de dalles. Donc, quand vous voulez, aujourd'hui, c'est pas compliqué. Dans les dalles, le terme qui va revenir le plus souvent, c'est les dalles IPS, technologie IPS. C'est une façon de Tu peux fabriquer la montrer dalle. l'écran où tu parles de technologie de dalle parce que là, tu as du Alors, texte, mais ouais, bah pourtant, est-ce que c'est bien là sur mon site? Non? ça a l'air de bouger un peu, mais je sais pas pourquoi il est lent. Là, on voit 4, 15. Voilà. Donc là, Edge LED, Direct LED. Bon, je sais pas pourquoi tu affiches ça. Oui, non, mais là, je parle des différentes technologies. Attends, après, je vais revenir un peu plus bas peut-être. Je sais plus où je l'ai mis. Voilà, Bah, différentes ça, technologies. si tu veux. Voilà, d'accord. Voilà, différentes technologies. Donc, vous avez les fabricants pour émettre des pixels rouge, vert, bleu ont plein de façons de faire. Il y a des techniques qui sont très rapides, par exemple pour jouer les dalles TN, qui coûtent moins cher, qui ont un gros défaut. Donc, elles sont avantages, elles sont très rapides, donc pour jouer, c'est super. En revanche, pour la précision d'affichage des couleurs, c'est vraiment, là, il faut vraiment laisser tomber. Aujourd'hui, les dalles qui permettent d'avoir, la technologie de dalles qui permet d'avoir une grande précision d'affichage des couleurs, c'est ce qu'on appelle les dalles IPS. Donc, dès que vous cherchez un écran, c'est absolument cette technologie qu'il faut privilégier aujourd'hui.
Ensuite, vous avez le rétroéclairage. Donc là, les points que je voudrais davantage mettre en avant aujourd'hui, aujourd'hui, il y a de plus en plus de photographes qui sont aussi monteurs vidéo, parce qu'ils vont faire du drone, choses comme ça. Donc on doit faire le grand écart dans le choix de son écran, parce que réellement, les besoins d'un photographe qui fait de la retouche en vue d'une impression, on a besoin d'écrans qui sont parfaitement maîtrisés depuis des années. Il n'y a pas besoin qu'ils soient très lumineux, il n'y a pas besoin qu'ils aient un gros contraste, donc des noirs très profonds. Mais est venu s'ajouter à ça maintenant un travail de retouche photo pour les réseaux sociaux, où là on a besoin d'écrans davantage lumineux, surtout avec des noirs beaucoup plus profonds, parce que sinon l'image paraît un peu fade. Et enfin, on a besoin donc d'images, ce qui fait globalement des images assez contrastées. Et le troisième usage qui vient s'ajouter, c'est des écrans qui ont besoin d'être compatibles avec le HDR, donc des pics lumineux vraiment très forts quand on fait un film en HDR, des noirs le plus profond possible. Et là, les technologies d'écran classiques rétro-éclairés par des LED ne peut éventuellement plus suffire pour avoir tous ces contrastes et ces pics lumineux. Donc là, on va les rétro-éclairer avec des nouvelles technologies qui vont être les mini LED, les micro LED ou carrément les nouvelles DAD à technologie OLED. Donc voilà, attention, là aussi, j'attire votre attention sur un point. Donc on peut avoir des écrans plutôt orientés pour la vidéo, sauf le dernier écran que j'ai testé sur mon site, là vous verrez, donc c'est un écran IPS avec des LED, pas de mini LED, pas de choses comme ça, mais c'est tellement maîtrisé que ça permet de faire le grand écart entre un usage impression, un usage photo, un usage vidéo. Les écrans qui sont plutôt orientés pour l'usage vraiment vidéo, les mini LED, là, on constate qu'aujourd'hui, au niveau de la précision des couleurs, c'est un cran en dessous. Vous voyez, chez BenQ, il n'y a pas encore d'écran à mini LED pour le moment. Et pourquoi? Parce que la LED est parfaitement maîtrisée et quand on veut un affichage très précis des couleurs, et je peux vous garantir qu'on peut en avoir besoin. La société sur laquelle je suis allé intervenir l'année dernière, ils avaient besoin d'une très grande précision des couleurs. Bon, avec ce type de dalle, vous êtes complètement à côté de la plaque. Même une fois calibré, vous mettez votre Pantone ou votre HAL devant votre écran, vous dites mais c'est pas la même chose. Il n'y a que les écrans qui sont très précis au niveau de l'affichage des couleurs. Si vous êtes ce type de professionnel, là, il n'y a pas à tortiller. Voilà, c'est malheureusement comme ça. Vous n'aurez pas un bel écran pour la retouche vidéo à base de mini LED, très spectaculaire quand on affiche du HDR, mais ça sera vraiment très spectaculaire pour faire du montage vidéo. Donc attention, les écrans qui permettent de faire le grand écart commencent à arriver, sont relativement chers pour l'instant. C'est évident que c'est l'avenir. Il va falloir pouvoir faire éventuellement ce grand écart parce que, à nous professionnels, on nous demande de plus en plus de faire le grand écart dans nos retouches photos et dans le travail qu'on a à rendre. Donc voilà un peu les tendances que j'observe au niveau du choix des écrans. Voilà, j'espère ne pas avoir oublié de choses qui me semblaient vraiment importantes pour ce Peut-être je soir. vais rajouter que les écrans IPS qui coûtaient très cher il y a encore 10 ans sont quand même aujourd'hui tout à fait raisonnables et qu'on peut avoir un écran IPS avec une dalle mate et une visière pour à peu près, on va dire, le double du prix d'un écran de gaming et qui n'a pas du tout les mêmes specs. Pour vous donner une idée. Mais le jeu en vaut la chandelle parce que c'est des couleurs plus précises, moins de fatigue oculaire et c'est des écrans qui peuvent être calibrés de manière précise et c'est ça que tu vas montrer maintenant. Peut-être Voilà. qu'avant qu'on aille plus loin, je Il y a lance mon 10 petit ans, c'était sondage. 2000 euros. Aujourd'hui, 500 euros pour la même chose. Donc, vous voyez, Ouais. les prix ont vachement baissé. Donc, après, évidemment, maintenant, on veut des écrans un peu plus grands. Donc, le prix augmente un peu. Mais on peut avoir d'excellents écrans en 27 pouces aujourd'hui. Donc, selon les usages, entre 800 et 1500 euros, on peut avoir vraiment là des écrans professionnels où vous pouvez garantir à votre client une précision d'affichage des couleurs et ainsi de suite. Est-ce que tu veux que je lance mon premier sondage? Ah oui, oui, il me plaît C'est bien celui-là. parti. Une petite question que Arnaud vous a concoctée et je lance. Donc, vous pouvez utiliser l'outil sondage, vous pouvez cocher les cases et ensuite vous allez cliquer sur soumettre quand vous aurez répondu. Et la question, c'est j'utilise mon écran actuel pour, et on voulait savoir un petit peu comment vous vous répartissez. Est-ce que vous l'utilisez pour retoucher vos photos? Est-ce que vous l'utilisez pour regarder la télé, jouer à des jeux vidéo? Est-ce que c'est pour travailler vos contenus, photos et vidéos?
peut-être assez différent de juste retoucher les photos. Préparez vos photos pour l'impression. Pour toutes vos images, pour le web, le print et la vidéo, peut-être que c'est aussi certains d'entre vous. Et vous avez tous compris que vous pouviez cocher plusieurs cases visiblement, puisque c'est le cas de nombre d'entre vous. Alors, je laisse encore quelques instants. Encore un petit effort, je suis à taux de participation 72%. Putain, je m'en serais presque contenté, moi. Bon, on va monter à 80 quand même. Allez. Oui. Faut s'entraîner. Peut-être qu'on va devoir voter bientôt, on ne sait jamais. Ah, tu penses? Allez, non, on verra. Je vais fermer le sondage et je vais partager maintenant les résultats. Donc, pour retoucher vos photos, votre écran, 94%. C'est un taux très élevé. 6% l'utilisent aussi, ou plutôt pour regarder la télé ou jouer. Travailler ses contenus photos et vidéos, c'est 45% d'entre vous. Donc, c'est un taux qui monte. Par rapport à il y a 2 ans, on était autour de 25, peut-être 30% des gens qui faisaient photos et vidéos, 45% en tout cas pour les personnes qui nous presque suivent. La moitié maintenant. Ouais, ça monte. Ouais, donc, pour vous donner une idée, vous êtes 430 là dans ce webinaire. Préparez vos photos pour l'impression, 68%, c'est un taux élevé aussi. Ah, encore? Et pour toutes mes images, web, print et vidéo, 30%. D'accord. Du coup, c'est beaucoup de gens qui tirent. Ouais, c'est génial, c'est une bonne nouvelle ça. Comme je disais, parfois ça peut être une fois ou deux dans l'année. C'est vrai que c'est plus simple. Moi, je trouve ça plus sympa d'offrir à Noël un beau tirage photo parce que j'ai fait un portrait de quelqu'un de ma famille. Je lui offre un beau tirage photo. Je trouve ça plus sympa que de lui acheter une merdouille électronique. Ceux qui impriment, restez bien jusqu'à la fin quand on va parler du calibrage hardware. Ça va vous intéresser. Voilà. Donc, on revient maintenant sur la deuxième partie, Arnaud, si tu es d'accord, c'est comment on s'y prend pour calibrer un écran. Et puis, vous présentez le fameux Calibrite Profiler, donc la nouvelle version. Est-ce que vous la voyez bien? Est-ce que c'est bien ça que vous voyez à l'écran? Calibrite Profiler, Hervé. Ça y est, c'est bon. C'est bon. Donc, vous voyez, nouvelle interface. Alors, voilà, il y a plein de choses qui, effectivement, des outils que vous allez retrouver, mais présentés de manière différente. Donc, je vais vous montrer un petit peu, moi, ce que j'ai beaucoup aimé. Donc, nouvelle interface avec quelque chose que j'aime bien, un panneau d'aide, d'assistance qui est plus développé qu'avant. Et quand l'explication qui est sur la colonne de droite ne suffit pas, on renvoie vers des liens en ligne qui sont vraiment très pertinents. Et ça, je trouve que c'est un point très, très positif. Autre petite chose, là maintenant, là aussi c'est pareil, moi qui cherche à mettre mes logiciels toujours à jour, il y a une autre chose que j'aime beaucoup, maintenant le logiciel intègre les pilotes des différentes sondes du marché. Donc il n'y a plus besoin de télécharger séparément le logiciel ce qu'on appelait le XRD, tout est inclus, ça c'est vraiment très pratique. Et enfin, quand le logiciel se lance, il fait automatiquement la vérification si on lui demande de faire la vérification automatique. Vous allez avoir un petit menu qui va s'afficher sur l'écran et il va vous demander est-ce que vous voulez mettre à jour. Vous dites OK et vous laissez faire, vous continuez à utiliser votre logiciel. Vous avez l'impression qu'il ne se passe rien. Surtout, touchez à rien, ne fermez pas Calibrite Profiler. Il est en train de s'occuper de tout. Il est en train de télécharger en arrière-plan le logiciel et il l'installera quand il sera téléchargé. Donc ça, voilà, plein des petites choses vraiment très pratiques. Autre chose que autre point qui est très intéressant, vous voyez, le logiciel maintenant Profiler, eh bien, il est compatible avec les sondes display. Avant, le logiciel, la sonde entrée de gamme, entre guillemets, l'outil colorimètre est aussi bon que ça soit le Display Pro ou Display Plus. En revanche, l'ancienne sonde, donc la sonde qu'on appelle entrée de gamme chez Calibrite, donc qui était avant chez X-Rite, puisque c'est compatible avec ce logiciel, les anciennes sondes sont parfaitement compatibles, moyennant uniquement une petite mise à jour tarifaire de 9,90 €
parce que vous l'avez acheté depuis un certain temps et ce n'était pas un outil Calibrite. En revanche, toutes les sondes, tous les colorimètres Calibrite sont compatibles. Donc, petite nouveauté que j'apprécie beaucoup, maintenant, le Color Checker Display, donc le produit entrée de gamme, entre guillemets, de chez Calibrite, est compatible avec Calibrite Profiler. Donc, moi, j'ai la version plus que m'avait d'ailleurs envoyé Hervé. Donc, voilà, je vais faire suivant. Et regardez aussi au niveau de la présentation des outils, vous allez retrouver l'uniformité du moniteur, la certification du moniteur, donc le calcul du delta E pour voir si votre écran est précis ou pas, après le calibrage. Mais vous avez aussi maintenant la possibilité de gérer davantage que dans l'ancien logiciel les pré-réglages. Vous allez pouvoir créer vos propres pré-réglages, vos cibles, vos valeurs cibles. Vous allez pouvoir les régler et donc à partir de ce menu-là, également les partager avec des copains, des collègues de travail. Voilà, petite nouveauté que j'ai beaucoup appréciée. Si je reviens en retour, là, je me suis mis en mode avancé, donc je décide de calibrer un écran RGB. Dans les petites nouveautés, alors là, il s'est déplacé sur mon écran. Alors attendez, je reviens, tac, voilà, je remets la fenêtre sur le bon écran. Vous voyez, il a détecté mes 3 écrans. Il détecte automatiquement. Alors ça, c'est pareil, c'est un petit détail, mais qui n'en est pas un. Pour vous, c'est un détail quand même. Pour moi, ça veut dire beaucoup. Là, vous avez davantage de matrices. Eh bien, qu'est-ce que fait ce nouveau logiciel Profiler? Avant, il y avait 7 matrices. Une matrice, c'est quoi? Maintenant, il y en a 9. C'est tout simplement le modèle rouge, vert, bleu auquel le logiciel est censé s'attendre. Vous avez là affaire à un logiciel qui est compatible avec tous les écrans du marché, tous. Ce n'est pas un logiciel propriétaire. En revanche, tous les fabricants utilisent des dalles différentes, donc le rouge, vert, bleu qui va être envoyé à la sonde, le rouge, vert, bleu donc de base, va être différent selon la nature de la dalle de l'écran que vous utilisez. Et vous avez donc ici plusieurs modèles auxquels le logiciel est censé s'attendre pour avoir un calibrage plus précis. Pour moi, quand il y a 9 possibilités plutôt que 7, c'est davantage de précision avec plus d'écrans sur le marché. Donc, si vous aviez un écran qui était déjà compatible, vous avez l'impression que le logiciel ne vous apporte rien. Pour quelqu'un comme moi qui conseille de très nombreuses personnes, ça veut dire que le logiciel va être encore plus proche de l'usage que vous risquez d'avoir chez vous. Donc, c'est un petit plus encore supplémentaire. Alors, vous voyez, faire correspondre à, voilà, ça aussi, c'est une jolie nouveauté. Maintenant, clairement, le logiciel intègre des possibilités de réglage photo. Et regardez maintenant, les valeurs cibles sont écrites tout en haut. Si vous choisissez le pré-press, vous voyez les valeurs cibles qui vont changer ici, ou la vidéo. Et évidemment, vous pouvez après, en vidéo, là, vous pouvez choisir différents pré-réglages. Donc, vous voyez, un logiciel qui se met à jour. Donc, j'ai eu une personne qui m'a écrit il n'y a pas très longtemps qui me disait, tiens, il n'y a pas finalement pas tant de nouveautés que ça. Pour lui, mais pour quelqu'un comme moi qui donc conseille ce logiciel ou pour l'ensemble de la communauté, là tout à l'heure Hervé disait que vous étiez 430, donc sûrement 400 écrans, peut-être pas 400 écrans, mais peut-être 300 écrans différents et puis des usages différents, eh bien ça veut dire que le logiciel va mieux s'adapter à tous les différents usages qu'on va rencontrer ce soir. Donc ça c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Enfin, dans les pré-réglages, ce qui est vraiment important à noter, pour ceux qui impriment, vous avez la possibilité maintenant de choisir non pas seulement un rapport de contraste, mais directement un point noir. Qui dit point noir dit la possibilité, par exemple, si vous faites de l'impression, vous allez choisir une luminance plutôt à 80 candélomètres carrés, fermer les volets de votre pièce pour avoir une pièce relativement sombre. Toujours le petit truc, c'est si à 80 candélomètres carrés, votre pièce est suffisamment sombre, vous avez vraiment l'impression que votre écran est suffisamment lumineux. Si vous trouvez que votre écran est trop sombre à 80 candélomètres carrés, c'est uniquement parce que votre pièce est beaucoup trop claire pour faire du soft proofing, c'est-à-dire comparer l'écran et le tirage. Ça, c'est vraiment l'indice. Et si vous éclairez ça avec une lampe, aujourd'hui, il y a une lampe que j'aime beaucoup, que je conseille parce qu'elle n'est pas trop chère, la Graphilight 2. Petite, je ne sais pas si je vais pouvoir vous la montrer. Voilà, une petite chose comme ça. Voilà, c'est une petite lampe qui a un éclairage contrôlé, très précis, très bon indice de reproduction des couleurs. Ça vaut 75 € environ. Et ça, avec 80 candélomètres carrés et la possibilité donc d'avoir un point noir qui, par exemple, si vous travaillez sur un papier mat, va être plutôt autour de 0,6 candélomètres carrés.
voilà une petite astuce que je peux vous donner dès ce soir. Eh bien, avec un simple ratio de contraste, comme c'était le cas sur l'ancienne version, bah là, il fallait vraiment se torturer les ménages pour savoir, mais ça correspond exactement à quel niveau de noir, quel niveau de contraste il faut que je choisisse. Si vous n'êtes pas à l'aise avec les outils mathématiques qui font les correspondances, évidemment, il y en a qui font les correspondances, voilà, c'est plus pratique aujourd'hui directement avec le nouveau logiciel Calibrite Profiler. Enfin, là, on ne va pas aller jusqu'au bout parce que sinon, il va falloir qu'on fasse le calibrage complet et ce n'est pas le but de ce soir. Mais ce que j'apprécie aussi beaucoup, c'est quand vous avez le rapport de calibrage de votre écran, eh bien, vous avez, comme un certain concurrent le faisait et maintenant Calibrite Profiler le fait, vous avez la possibilité d'afficher le fameux avant-après. C'est vraiment très parlant des fois, surtout sur les écrans entrée de gamme dont le calibrage apporte une vraie valeur ajoutée. Et bien là, vous pouvez afficher vos photos, une photo de référence pour pouvoir comparer le avant-après le calibrage. Pareil, vous avez maintenant la possibilité d'afficher le gamut en triangle du résultat de votre calibrage, chose qui n'était pas possible sur l'ancien logiciel. Vous voyez, donc plein de petites choses qui ne sont pas forcément indispensables, mais qui sont souvent bien pratiques. Et si elles ne sont pas pratiques pour vous, sachez qu'elles seront sûrement pratiques pour votre collègue. Donc voilà un petit peu les grandes nouveautés que je voulais. Vous voyez, là, on est sur un panneau d'aide. Vous voyez, davantage d'informations concernant l'aide pour choisir, pour personnaliser son gamma. Vous voyez, vous avez des gammas personnalisés. Le fameux SRVB, c'est un gamma à 2.2. Vous pouvez choisir un gamma pour vous, voyez. Donc, si vous faites de la vidéo, bah, vous serez tenté d'aller à 2.4, voire à 2.6. Donc, tout ça est relativement, moi, je trouve encore plus intuitif sur ce nouveau logiciel. Donc, voilà, je pense avoir fait le tour des choses que j'aime beaucoup sur ce logiciel. Donc, voilà. Je vais maintenant passer. Arnaud, j'envoie à tout le monde le Mais voilà, lien. je redonne la parole 2 secondes à Hervé parce que je crois que tu voulais intervenir. Oui, j'envoie à tout le monde le lien pour télécharger Calibrite Profiler. Donc pour tout le monde, vous pouvez télécharger la version démo. Si vous avez une sonde de marque Calibrite, eh bien la version démo va tout de suite marcher en version complète. Si le produit vous plaît, et si par exemple vous avez une sonde plus ancienne de marque X-Rite, ce logiciel va fonctionner avec tous les petits avantages dont Arnaud vient de nous parler. Et dans ce cas-là, la mise à jour est à moins de 10 euros. Je crois que c'est 9,90 € ou TTC. 90 TTC. Mais vous pouvez regarder, visiter tous les menus avec la version démo qui ne vous permettra pas de faire un profil évidemment, et comme ça vous avez le choix. Mais il semblerait que au fur et à mesure que les mises à jour de Windows, de macOS se font, X-Rite n'a pas forcément mis à jour les logiciels de ces sondes. Donc au moins vous avez un chemin d'évolution si vous le souhaitez. Encore une fois, il n'y a aucune obligation, mais nous on a vu quand même de manière technique, hein, je suis pas dans un discours commercial là, hein, pas du tout. Pas mal de petits avantages à cette nouvelle version de logiciel, même par rapport à la version d'X-Rite qui était assez complète. Mais bon, c'est vrai que ça faisait 10 ans qu'ils n'avaient pas fait de mise à jour, donc c'est normal que Calibrite ait rajouté des choses. L'interface aussi est assez limpide, hein, c'est un point que je vais quand même préciser. C'est-à-dire, si vous êtes plutôt utilisateur débutant, vous ne serez pas paumé, c'est plus simple qu'avant. Et si vous êtes utilisateur avancé, là, comme explique Arnaud, il l'a fait à plusieurs reprises, vous avez plus de contrôle sur le point noir, sur un certain nombre de choses qui intéressent les utilisateurs avancés. Donc en fait, il y en a pour chaque type d'utilisateur. Le produit a été bien optimisé. Je crois que l'interface en français est tout à fait honnête et c'est un peu plus rapide, ça marche bien, les résultats sont très précis. Ça fait maintenant plusieurs mois qu'on a des personnes qui l'ont bêta-testé. Mais libre à vous hein, de faire la mise à jour ou pas en fonction de ce qui vous souhaite. Si vous avez une sonde compatible, franchement, je ne vois pas l'intérêt de ne pas la faire. Si vous avez une sonde qui n'est pas compatible, vous voulez économiser les 9,90 €. Bon, si vous êtes effectivement vous n'êtes pas exactement dans la cible des nouveautés, pourquoi pas? Parce que ça marchait très très bien avec i1 Profiler. Bon, moi j'ai l'impression qu'à un moment ou à un autre, on y passera, quoi. Parce qu'en plus, d'après ce que j'ai compris, le logiciel va continuer à évoluer.
Oui, bien sûr. Ah oui, une fois que vous avez la mise à jour, normalement, vous n'allez pas repayer, à moins qu'il y ait de nouvelles fonctionnalités beaucoup plus puissantes. Ça, c'est possible, si c'est une extension. Mais pour la maintenance, normalement, ça fait partie de la licence. Pas mal de personnes me demandent, mais c'est quoi le lien entre X-Rite et Calibrite? Donc, si tu es d'accord, je vais l'expliquer rapidement. Oui, bien Donc, sûr, bien sûr. au moment du Covid, X-Rite s'est posé la question, est-ce qu'on garde toutes nos divisions? Et ils ont décidé de se concentrer sur les produits à plus de 2000 euros destinés à des clients plutôt industriels. Et pour la partie qui intéresse les photographes, les vidéastes, les graphistes, ils ont décidé de se séparer de cette division et donc ils l'ont proposé à un de leurs partenaires. Et en fait, même deux partenaires se sont regroupés, la société Lumesca pour l'Europe et The Mac Group pour les États-Unis. Ils ont créé une société spécialement pour ça qui s'appelle Calibrite, qui a repris toutes les activités donc autour des sondes, donc les color checker display, y a différents modèles, toutes les chartes et même l'unité qui fabrique les chartes, c'est-à-dire que Calibrite a récupéré plus de 60 employés qui sont basés près de Boston aux États-Unis et qui fabriquent ces chartes, tous les différents modèles. Et X-Rite, plutôt que de fermer cette division, bah, a préféré la céder à une société avec un contrat pendant plusieurs années où Calibrite a accès aux technologies, parce que Calibrite ne sait pas fabriquer un colorimètre ou un spectrophotomètre. Il faut en fabriquer des volumes très importants. Mais donc, Calibrite accède à ces technologies et s'occupe du packaging, des logiciels, du marketing, de la commercialisation, de la logistique, de la fabrication de toutes les chartes. Et ce qui fait que comme ça, il y a une continuité, avec un engagement de continuité au niveau du support technique, c'est-à-dire que Calibrite continue à proposer du support technique pour les gens qui ont même des sondes X-Rite, mise à jour logicielle comme on vient d'en parler. C'est pas toujours gratuit, mais bon, 9,90 €, ça reste quand même une somme modique. C'est pas, il n'y a pas de volonté de nuire, c'est simplement pour couvrir des frais. Et encore une fois, les utilisateurs sont libres. Il y a des logiciels gratuits comme Argyle Software qui marchent aussi, simplement ça ne marchera que sous Unix. Et ça, c'est gratuit. Mais voilà, c'est pas non plus tout le monde qui sait se débrouiller sous Linux, sous Unix. Hein. Moi, j'avoue que j'y vais pas. Donc voilà pour la petite explication. Donc ce qui fait que Calibrite, en fait, c'est la société sœur de X-Rite pour la division photo et vidéo, avec une continuité, du support technique, mise à jour logiciel. Mais les logiciels, en fait, sont plus complets, un peu plus avancés. Euh, Libre à vous de regarder ce que ça fait. Mais tu nous as montré un petit peu tout ça. Est-ce que tu as précisé, Arnaud, les recommandations que tu fais en termes de Kelvin, de candela par mètre carré et de gamma? Alors, Kelvin, maintenant, pratiquement tout le temps, j'utilise 6005. Et chose que je note, c'est que les écrans très haut de gamme, style pré-presse, qui existaient il y a une quinzaine d'années, maintenant, même dans les meilleures marques d'écran, on est passé à des écrans qui affichent le 6005 et non plus le 5000 Kelvin. Pour le monde de la vidéo, ça fonctionne très très bien. Donc moi maintenant, je préconise 6005 et j'utilise 6005. Le gamma, alors là, ça va beaucoup dépendre. Si c'est pour de la photo, gamma 2.2 fonctionne très très bien. En fait, je précise, le gamma de l'œil varie en permanence selon l'environnement lumineux dans lequel il est. L'œil s'adapte en permanence. Il ne se fait pas simplement fermer son œil, sa pupille, selon la quantité de lumière qu'il y a. Le gamma de l'œil est variable et s'adapte en permanence à la scène qu'on va regarder. Or, quand on regarde un écran, puisqu'un écran, lui, pour l'instant, ne sait pas faire varier son gamma, il se trouve que quand on regarde un écran lumineux chez soi, réglé autour d'aujourd'hui, il y a une espèce de consensus autour de 120 candela au mètre carré pour de la retouche web, 80 plutôt pour de la retouche impression. Eh bien, là, à ce moment-là, l'œil tourne autour de 2,2.
Il y a d'autres explications que les spécialistes voilà, ne manqueront pas de noter. Non, mais on peut faire simple. En photo, c'est 2-2 et puis c'est tout. Et ça n'a pas d'importance. Voilà, il y a des circonstances qui expliquent. Donc 2-2, ça fonctionne vraiment très bien. En revanche, pour le monde de la vidéo, maintenant, ce qui peut arriver, c'est que quand vous faites un montage vidéo, si vous savez où est-ce que la vidéo va être regardée, par exemple, home cinéma dans un environnement plutôt sombre, là, à ce moment-là, vous aurez intérêt à travailler davantage à 2,4 de gamma pour avoir des noirs un peu plus profonds. La salle va être plus sombre, et si vous voulez être plus proche de ce que les gens vont vraiment voir dans une salle plus sombre, il faudrait augmenter votre gamma plutôt à 2,4. Et si vous travaillez pour l'univers du cinéma, où là, la pièce est particulièrement contrôlée, puisqu'il s'agit d'une salle de cinéma, les murs vont être sombres, vont être noirs, vous avez une certaine luminance sur l'écran, je crois que c'est 48 candela au mètre carré, la norme internationale. Donc là, vous avez un environnement lumineux qui est très différent de l'environnement lumineux dans lequel on va retoucher nos photos ou même nos vidéos. Et donc là, à ce moment-là, ce qui est préconisé, c'est 2,6 de gamma. Vous voyez, on est très loin. Là, je peux vous assurer qu'il y a une vraie différence entre un gamma à 2,2 et un gamma à 2,6. Donc voilà, préconisation photo 2,2, ça marche très bien. On pourrait éventuellement, pour l'impression, utiliser un autre gamma, mais qui n'est pas disponible partout, sauf sur Palette Master Element, par exemple, le fameux L-Star. C'est vraiment une courbe intéressante qui est proche du 2,2, mais qui est sensiblement, qui a une petite différence qui est vraiment intéressante quand on fait de l'impression. Donc, usage photo 2,2 la plupart du temps. Vidéo, on va dire pour YouTube, où on veut mettre les petits plats un peu dans les grands, on va plutôt aller vers 2,4. Et si carrément on travaille pour le cinéma, 2,6. La luminance, donc c'est fait, le gamma c'est fait, les candela au mètre carré c'est fait. Très bien. Est-ce que tu veux que je passe le deuxième sondage? Oui. Et puis peut-être que tu avais des annonces à faire avant qu'on passe au calibrage hardware vite fait. Non. On fait petit sondage, calibrage hardware, et après je parlerai des offres chez Sierra. D'accord. Le voici, calibrage. Et moi, le calibrage pour moi, est-ce que vous le faites chaque mois? Parce qu'on n'a pas posé cette question, il faut le faire tous les combien de temps? Donc, nous, on vous demande, vous, comment vous vous en sortez? Qu'est-ce que vous choisissez? Vous le faites chaque mois avec un petit rappel. Ça sert à rien, le fabricant l'a fait pour moi. C'est une fois par an pour l'anniversaire de l'écran, ou c'est à chaque fois que je démarre un nouveau projet, ou c'est une fois tous les 2 mois, en gros, si j'oublie pas. J'aime Bah bien oui. ce questionnaire. J'aime beaucoup ce questionnaire. Je laisse un tout petit peu de temps pour que les personnes puissent répondre. Ah, là aussi, ça m'intéresse. Donc ça s'accélère un petit peu. Et je te laisserai faire des petits commentaires, bien sûr. Oh, bah, il y a des choses à dire, tu penses bien. On est à 70% de votants. On va laisser encore quelques secondes. Attention, on va fermer, donc allez-y. Je vais fermer le sondage. 74, 75, allez, c'est bien. Hop. Et je partage les résultats. Chaque mois, avec un rappel, 55% d'entre vous. Bravo, très bien. Peut-être que vous souhaitez le faire, mais en tout cas, c'est bien. Et si je rajoute les 27% qui disent c'est une fois tous les 2 mois, en gros, si j'oublie pas, Ouais, ça va très bien. ça fait quand même un bon tour. Ah oui. La deuxième réponse, celle pour laquelle 3% des gens ont répondu « ça sert à rien, le fabricant l'a fait pour moi », c'est là où j'aimerais un peu ton commentaire, Arnaud. Ah bah oui. Ben non, mais il ne l'a pas fait pour nous. Parce que qui dit calibrage dit profil. S'il l'avait fait pour vous, il vous aurait donné le profil de votre numéro de série que vous pourriez éventuellement installer sur votre ordinateur. Mais c'est pas ça qui se passe. Donc en fait, il a juste vérifié l'étalonnage. C'est-à-dire qu'en sortie d'usine, l'écran affiche les couleurs avec une certaine précision et il a juste vérifié que ça rentre dans son cahier des charges uniquement. Il a fait un étalonnage, mais il n'a pas fait une caractérisation, il n'a pas créé le profil ICC. Donc non,
un écran n'est jamais calibré en sortie d'usine. Il est juste éventuellement étalonné et encore, il est juste mesuré pour voir s'il remplit le cahier des charges et si on peut l'envoyer au client. Si vous voulez calibrer votre écran, il faut forcément le faire vous-même avec votre sonde, qu'elle soit intégrée dans l'écran ou avec votre sonde à vous, là, comme on voit ce soir. Forcément. Une fois par an, honnêtement, c'est dommage parce que si vous avez une sonde, il faut savoir que votre écran est très sensible au changement de température et au changement d'humidité. Donc, une fois par mois, c'est ce qu'on recommande parce que c'est plus facile de s'en souvenir. Une fois tous les 2 mois, ça passe encore. Au-delà, vous risquez de démarrer un projet avec un réglage et un profil précis. Et si, pour une raison X ou Y, quelqu'un a fait un jeu vidéo sur votre écran et en fait, sans que vous le sachiez, votre profil n'est plus juste. Vous continuez votre projet, mais du coup, vous êtes sur des mauvais réglages. Vous risquez de devoir tout reprendre. Donc, c'est quand même un petit peu chiant. Et je vous parle de choses réelles. Hein, là, le fils qui, à votre insu, le week-end a joué sur votre écran parce qu'il est plus grand, ben oui, ça arrive. Ah, mais là, il faut le déshériter immédiatement, forcément. Et puis donc, j'ai encore des petites remarques à faire là, à ce propos. Je termine là-dessus parce que on a vraiment mesuré des écarts après des périodes soit très chaudes, soit très froides chez pas mal d'utilisateurs. Et donc le calibrage une fois par mois, eh ben oui, après le mois d'août, et oui, après une période de froid, si vous êtes parti en congé, vous avez peut-être mis simplement votre appartement sur hors-gel, ben votre écran il est dans la pièce. Et ben quand vous revenez, très souvent en fait, on se rend compte qu'il a bougé. C'est normal, les composants sont susceptibles de bouger par rapport notamment donc à ces changements de température et aux changements d'humidité. On le sait, et donc en le calibrant une fois par mois, vous avez plus de chances de maintenir toujours votre écran avec un profil dans le même état. Et ça a une vraie valeur parce que un photographe, il peut faire tout à fait des projets. Moi, j'ai un projet, je fais que des photos, par exemple, de cordage dans des ports, mais c'est un projet qui va se dérouler sur 2 ou 3 ans. Donc j'ai pas pris toutes les photos la même semaine. Et donc, si je veux que mes photos, toute cette série, elles soient raccord au niveau de ma colorimétrie, de la première photo que j'ai prise il y a 2 ans à la dernière que je prendrai peut-être dans un an, en calibrant tous les mois, je vais avoir cette continuité. Je ne l'aurai pas si je ne fais pas ce réglage de manière régulière. Je vais cacher maintenant le truc. Vas-y. Alors, deux remarques. Si vous regardez dans tous les logiciels de calibrage, quand vous avez le rappel, le maximum qu'il vous propose, c'est toujours un mois. Donc, vous voyez, ça c'est un indice. Alors, pour nuancer légèrement le propos d'Hervé, alors là, vraiment totalement d'accord avec toi, Hervé, les écrans n'ont pas tous, certains écrans très haut de gamme ont la possibilité, ont une électronique qui va contrôler les éléments de température haute pour avoir un calibrage très stable. Mais là, c'est des écrans vraiment très haut de gamme et qui coûtent cher. Si vous avez, alors moi, ce que je vous conseille, si vous avez des écrans qui ne sont pas ces écrans-là, le plus simple, c'est pourquoi pas effectivement une fois tous les mois ou tous les 2 mois. Et là, la petite nuance que je ferai par rapport à toi, Hervé, c'est qu'en fait, dès que vous avez un projet un peu sympa à faire, pour justement tenir compte des conditions de température et d'humidité qui effectivement font varier clairement, mais très clairement, moi je l'ai vu de mes yeux vus et on me l'a témoigné, le calibrage de votre écran, eh bien à ce moment-là, vous refaites un calibrage. Vous allumez votre écran au moins une demi-heure avant pour qu'il ait bien le temps de se réchauffer. Et vous lancez le calibrage, comme ça vous êtes sûr à ce moment-là. Donc ça ne veut pas dire qu'il va être le même dans un mois si les conditions de température et d'humidité ont changé, mais au moins à ce moment-là, quand vous avez un travail important à faire, peu importe que vous l'ayez fait il y a un mois ou il y a 2 mois, vous êtes certain à ce moment-là qu'il va tenir compte de l'état de votre électronique à ce moment-là. Donc là, vous avez un profil de très bonne qualité. Et voilà, ça ne veut pas dire que vous ne seriez pas obligé de le changer voilà, 15 jours après, parce que les conditions météo ont changé. Mais voilà ce que je vous conseillerais pour nuancer très légèrement le propos d'Hervé. Et puis une façon de faire, une façon de vous en souvenir. J'ai un travail important, les conditions météo, je sors de l'été, donc là il a pu se passer des choses cet été avec mon écran. Je relance un calibrage complet, comme ça je suis tranquille. Tout à fait. Et effectivement, dans les agences de com, à chaque fois qu'on démarre un nouveau projet, si on veut de la précision, on refait un profil.
Voilà. Et- Même sur les écrans très haut de gamme, quand vraiment vous avez des personnes, alors il y en a peu en France qui ont un regard d'expert, vraiment, mais une capacité de vision et de différencier des nuances de couleurs vraiment au-dessus de la moyenne, bah, même ces gens-là, évidemment, achètent des écrans très haut de gamme. Eh bien, on me rapporte que ces gens-là recalibrent leur écran, pourtant très stable, là, donc moins sujet aux variations de température. Un nouveau projet, on recalibre son écran pour être tranquille. Tout à fait. Est-ce qu'on passe au calibrage hardware? Oui, il y a des choses à Donc là, dire, tu vas notamment, changer de voilà, je suis logiciel. tellement conforté par le sondage, le premier sondage de tout à l'heure. Là, je pense que ça peut intéresser beaucoup, qu'on parle encore et toujours et encore des avantages du calibrage hardware. Vas-y. Alors, vous avez là sur l'écran qui est derrière, vous donc un BenQ SW, série SW. La série SW chez BenQ permet donc écran haut de gamme, très clairement, qualifié art graphique, grande précision d'affichage des couleurs, large gamut, dalmat, casquette, voilà. Bon, plein d'avantages. Avantage ultime, la possibilité donc de faire ce qu'on appelle un calibrage hardware avec un logiciel propriétaire qui s'appelle, donc là j'ai dû l'ouvrir, voilà, Palette Master Element. Donc ce logiciel ne marche qu'avec les écrans SW. Et bien là, qu'est-ce qui se passe? Vous avez donc le calibrage, ce qu'on appelle le calibrage, donc calibration, je répète en anglais, calibrage en français, se passe toujours en deux étapes. Vous avez une première partie de ce qu'on appelle le calibrage qui est en fait l'étalonnage. On veut par exemple choisir une température de couleur à 6500 Kelvin, on veut une luminance 120 candela mètre carré, 100 candela, 80 candela au mètre carré, on veut un gamma 2,2, on veut un certain nombre de cibles comme ça. Eh bien, ces cibles-là font partie de ce qu'on appelle l'étalonnage. On fixe l'écran dans un état de fonctionnement donné, et quand on aura fixé l'écran dans un état de fonctionnement donné, la luminance, c'est très clair. Si vous passez de 80 à 160, c'est le double, 2 fois plus de lumière. Donc évidemment, il va se passer des choses. Eh bien, à ce moment-là, quand l'écran est étalonné, on va en relever les caractéristiques colorimétriques. On va lire les patchs colorés rouge, vert, bleu qui vont défiler devant la sonde de manière à caractériser l'écran. On appelle ça la caractérisation. C'est-à-dire qu'on va faire un petit tableur où on va dire je m'attendais à tel bleu, j'ai lu tel bleu. Ça veut dire que votre écran a un petit défaut. Pour le corriger, il va falloir ajouter un petit peu de ceci, enlever un petit peu de cela. Et vous allez faire une matrice comme ça. Si on reprend Calibrite Profiler tout à l'heure, on avait le choix entre 118 patchs, qui veut dire 118 colonnes rangées dans votre tableur. Et vous pouvez aller jusqu'à 400, plus de 400 comme ça, pour avoir un tableau encore plus grand et donc davantage de précision. Ça, c'est à ce moment-là uniquement qu'est créé le profil ICC de votre écran dans ces conditions d'étalonnage. Ça, c'est vraiment très important. Les deux, donc, sont parfaitement liés. Un Un instant, étalonnage. Arnaud, est-ce que tu pourrais montrer le logiciel Palette Master Element? Parce que là, on est en train de regarder Calibrate Profiler à l'écran. Mince, là, vous ne voyez pas là-dessus? C'est pas assez Ben, précis? non, non, ce que tu affiches là pour le moment, c'est Calibrate Profiler. Là, sur l'écran, sur mon écran ici, oui, mais sur Ben oui. l'écran ici. Parce que là, c'est sur un Ben, autre ordre. Là, pour le voir. à ce moment-là, montre que ta caméra. Alors, que ma caméra. OK, j'arrête le partage d'écran. Voilà. Voilà. C'est bon? Voilà. Oui. J'espère que vous voyez bien. Mais de toute façon, quand vous allez le télécharger, vous allez vraiment voir. Ce qui est important à retenir plus qu'à vraiment voir, c'est ça. C'est que donc l'étalonnage, la caractérisation, c'est le calibrage. Les deux sont liés. Quand vous relevez les caractéristiques colorimétriques d'un écran, donc les couleurs, les différences de couleurs entre l'idéal et ce que l'écran affiche réellement, c'est forcément pour une certaine luminance. Quand vous avez un écran 2 fois moins lumineux, réellement, vous avez des différences. Si vous superposez les corrections entre 160 et 80 candela mètre carré, réellement, les chiffres ne sont pas les mêmes. Donc ça, c'est un point clé. Ça, c'est pour un calibrage dit classique. D'accord? Là, qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi on a inventé la notion de calibration hardware, de calibrage hardware? Pourquoi on a eu besoin de faire ça et en quoi c'est très pratique? Là, vous voyez que si j'utilise non pas Palette Master Element, mais Calibrite Profiler, eh bien, si je décide de faire un calibrage davantage orienté impression, qu'est-ce qui va se passer? Je vais choisir 80 candela au mètre carré.
0,6 par exemple, 0,6 candela au mètre carré pour le point noir parce que je décide d'avoir peu de contraste, parce que je vais imprimer sur un papier mat. Or, un papier mat a une Dmax, la fameuse Dmax, qu'on peut lire parfois chez les fabricants de papier, c'est noté. Eh bien, si vous voyez une Dmax par exemple de 1,8, eh bien, ça veut dire vous avez une corrélation mathématique qui vous dit le point noir que vous devez choisir pour calibrer votre écran. J'en parle sur une des pages de mon site internet. Les deux vont être reliés et à ce moment-là, vous avez intérêt à avoir un calibrage, donc étalonnage, caractérisation spécifique pour un usage impression. Oui, mais une heure après, vous voulez regarder une vidéo, vous voulez faire un montage vidéo, vous voulez juste regarder, vous divertir, ou vous voulez faire du web, à ce moment-là, il faut passer à 120 candela mètre carré et un noir très profond. Eh bien, si vous avez un calibrage classique, vous êtes ni plus ni moins obligé d'aller rejouer avec les boutons de votre écran pour remettre le point noir. Et là, si vous choisissez par exemple un gamma différent, vous êtes obligé de relancer toute la procédure étalonnage-calibrage à chaque fois que vous changez de cible. Et c'est là qu'interviennent les avantages du calibrage hardware. Dans le calibrage hardware, vous avez une particularité qui est singulière. Le profil, il est non seulement dans votre ordinateur, mais il est aussi dans votre écran. Il est injecté dans votre écran. Caractéristique numéro 1 au niveau de l'installation, vous êtes obligé d'avoir un câble en plus du câble vidéo, un câble USB, sauf si vous avez un écran qui fonctionne avec une prise USB-C, un écran récent, parce que là, le câble USB-C est capable de faire passer non seulement votre signal vidéo, mais également un profil. Le profil est donc injecté et dans l'écran et dans votre ordinateur. Mais si le profil est injecté dans l'écran, l'avantage c'est que si vous emmenez l'écran en déplacement, parce que vous avez une formation par exemple, ou si un autre cas de figure, vous voulez aller chez un ami pour lui montrer combien votre écran est quand même relativement de meilleure qualité que celui qu'il a et il est intéressé par votre écran, eh bien, vous arrivez chez lui, vous installez le logiciel Palette Master Element et le profil, il n'y a pas besoin de le refaire, le calibrage n'a pas besoin d'être refait, le profil est dans votre écran et vous l'injectez dans Palette Master Element sur l'ordinateur de votre collègue et là, terminé, vous avez récupéré un écran calibré, utilisable directement sans être obligé de le recalibrer. Mais à mon avis, le nec plus ultra du calibrage hardware, c'est que vous allez pouvoir faire plusieurs cibles, vous allez choisir plusieurs cibles, impression, papier mat, impression papier brillant, le contraste n'est pas le même, c'est 2 fois moins important, 2 fois plus important, papier brillant, papier mat, un usage web, un usage montage vidéo YouTube, un montage vidéo par exemple le cinéma, donc vous auriez un cas de figure, vous avez de très nombreuses cibles vraiment très différentes. Eh bien, l'avantage du calibrage hardware, vous faites tranquillement vos différents profils. Ils vont être récupérés directement dans le menu. Alors, voilà, là, c'est Adobe. Donc là, non, là, je vais me remettre en Adobe. Ce n'est pas ici. Donc, je retrouve le bouton qui va bien. Voilà, ici. Vous allez avoir les ajustements de couleur. Le mode couleur qui va être ici. Vous voyez, là, je ne sais pas si vous la voyez bien, mais vraiment, ce qui est important, c'est que ici, vous allez retrouver des cibles courantes, utilisateurs courants, mais vous avez toujours sur les écrans à calibrage hardware des users ou des calibrages, la calibrage numéro 1, calibrage numéro 2. Ça, c'est là que sont injectées vos différentes cibles. Donc, là, j'espère qu'on va le voir. Ça serait super qu'on puisse le voir parce que j'ai préparé des calibrages très différents. Donc là, non, je reviens en arrière. Là, c'est l'ajustement des couleurs. J'espère qu'on va le voir parce que vous allez voir. Si on le voit, c'est vraiment très démonstratif. Là, je suis en Adobe. Eh bien, regardez, je vais aller personnaliser dans le calibrage numéro 2. Regardez avec le calibrage numéro 2, 80 candela au mètre carré. Un noir, je dois être à 0,5 ou 0,6 candela au mètre carré. Donc là, quand je regarde moi à la maison, c'est très clairement un écran peu contrasté. Si j'ouvre mon écran, je descends à 3 heures du matin, je descends 3 heures du matin dans mon bureau, je peux vous assurer que là, je vais trouver très lumineux. Il me semble très sombre parce que ma pièce est relativement lumineuse. Et donc, si je reviens, regardez ce qui se passe. Si je reviens, donc là, affichage, mode couleur, donc je vais choisir calibrage numéro 2, calibrage numéro 1, vous voyez, beaucoup plus lumineux. Et bien là, regardez ce que mon écran a fait. Il a non seulement changé l'étalonnage, avec simplement le choix
Ici, OK, je fais OK. Voilà. Là, qu'est-ce que l'écran a fait grâce au calibrage hardware, sans que j'ai besoin de le recalibrer? Il est allé directement à 120 km², un contraste maxi parce que le point noir le plus bas possible, le gamma à 2,2, la température de couleur à 6500 Kelvin, et que sais-je encore. Oui, 2,2, c'est déjà dit. Et donc, en passant de l'un à l'autre, il a récupéré aussi le profil ICC, il a chargé le profil ICC, qui sont deux profils ICC distincts. Donc, vous voyez, même la partie étalonnage, j'ai eu juste besoin d'aller chercher mon calibrage 1, mon calibrage 2. Et si vous avez un écran BenQ de taille 27 ou 32 pouces, c'est même vendu avec une petite molette, avec des raccourcis clavier. Vous pouvez directement choisir sur la molette. Vous dites, quand je veux le calibrage 1, j'appuie sur le bouton numéro 1, numéro 2. Donc là, vous avez accès très facilement à au moins deux calibrages hardware et vous passez de l'un à l'autre sans être obligé de refaire toute la procédure mais qui est hyper casse-pied quand on a l'habitude. Quand on n'a pas l'habitude, ou même quand on a l'habitude, je vois vraiment pas l'intérêt de se priver des avantages du calibrage hardware. Vous voyez, changement d'étalonnage, chargement du profil, instantané, sans qu'il y ait besoin de refaire un quelconque étalonnage. Donc ça, c'est un avantage vraiment très précieux, très pratique. Et dernier point, moi qui me semble vraiment indispensable, on parlait des cibles tout à l'heure. On voit rien là sur ton écran, hein. Il est tout blanc là. C'est quoi? Bah, je sais pas pourtant. Mais Ah non, oui, mais parce que c'est oui, il est trop l'éclairage. clair. Attends, je vais remettre. Je vais recharger je recharge le calibrage numéro 2, beaucoup plus sombre et qui va mieux nous convenir. Non, toc, il va mieux nous convenir. Mode de couleur. Hop là. Calibrage numéro 2, là, ça devrait être mieux. Ouais, Voilà. On revoit un petit peu mieux la fenêtre. Bon, avec les conditions lumineuses, là, comme mon bureau commence à s'assombrir un peu, là, ça redevient un petit peu trop clair. Là, je suis avec le calibrage 2, donc pour l'impression. Le dernier point qui est vraiment important aussi, dans les cibles, vous avez sur le logiciel Palette Master Element encore plus de cibles. Là, on parlait du gamma à 2,2 et le fameux courbe L-star. Eh bien, vous allez l'avoir accès sur Palette Master Element et pas dans Calibrite Profiler. Donc, vous avez encore un petit peu des petites subtilités au niveau des choix des valeurs cibles, encore plus larges, encore plus grandes, avec un logiciel dédié au calibrage hardware. Donc voilà, j'espère que je vous ai convaincu. Et donc, contrairement aux autres webinaires qu'on ait fait, je n'avais pas pu faire cette démonstration-là. Là, la mise à jour du logiciel maintenant fonctionne très très bien, a très bien fonctionné chez moi. Et donc maintenant, j'espère vous avoir montré en temps réel la différence qu'il peut y avoir entre deux calibrages et donc les avantages du calibrage hardware. Voilà, j'ai fini pour aujourd'hui pour ma partie, les points que je voulais sur lesquels je voulais attirer votre attention. Et maintenant, je suis disponible pour le jeu des questions-réponses. À toi de jouer, Hervé. Ben, avant ça, je parlerai de notre partenaire Cirque, mais ça pourrait peut-être être bien qu'on fasse juste un petit récapitulatif. Donc, le calibrage logiciel, ce qui est très intéressant, c'est qu'avec, parce que j'ai beaucoup de questions là-dessus, avec une sonde est fourni un logiciel. Ça, c'est une Calibrite, ça pourrait être une autre marque, ce sera pareil. Ce logiciel va vous permettre de calibrer n'importe quel écran. Donc, peut-être votre écran de portable, l'écran d'un ami, de quelqu'un de votre famille, un autre membre du club, un écran de votre client. Vous avez, si vous faites du travail pour des sociétés, de pouvoir calibrer leur écran, c'est pas idiot, parce que parfois c'est même un moyen de consolider la relation photographe avec le client. Sinon, il risque de regarder votre fichier que vous lui envoyez, que vous avez bien travaillé aux petits oignons, sur un écran qui n'est pas calibré, et il va vous dire ah, c'est bizarre, je ne reconnais pas la couleur de peau. Bah oui, mais si leur écran, je vais exprès vous donner le réglage par défaut sur un iMac, si l'écran il est réglé à 350 candela par mètre carré et à 8500 Kelvin, bien sûr que la peau elle va être trop bleue et trop lumineuse. Vous avez travaillé sur un écran bien réglé, il ne verra pas la même chose. Donc, si vous lui calibrez son écran, même si ce n'est pas le plus bel écran du monde, vous allez réduire l'écart. Donc, ça, c'est l'intérêt du calibrage logiciel. C'est un peu le 4-4. Ça marche partout, sur tous les écrans, que l'écran soit bon, pas bon, vous allez améliorer les choses. Ouais. Le calibrage hardware, c'est la même sonde, mais pas avec le même logiciel. Là, vous utilisez le logiciel qui est fourni par le fabricant d'écran. Donc, ça peut être, si c'est ISO, ce sera ISOcolor Navigator. Ça peut être BenQ pour la gamme SW. Pas tous les écrans, attention, pas tous les écrans.
SW, j'insiste, qui vous donne accès à un logiciel qui s'appelle Palette Master Element. C'est ce que Arnaud vous montre là sur son écran. D'ailleurs, Arnaud, tu peux enlever ta montre de luxe là parce qu'elle fait du bruit quand tu fais tes Montre de luxe. Montre de Enlève-la. luxe. C'est pas une Audemars Cache Piguet. ta Non, non, mais main. tu rigoles. Oh purée, t'imagines. Une Tissot. Donc, Une Tissot. Quoi qu'elle ah non, mais elle est vraiment jolie. Hein. Une jolie cache-moi Tissot. ça se fait pas. Oh, Tu as vexé des gens. j'adore. Donc, la sonde avec le calibrage hardware, en fait, ça va marcher avec le logiciel qu'a fourni le fabricant d'écran. Et donc, chaque fabricant d'écran va vous fournir un logiciel précis qui marchera que avec ses écrans. Hein. Et IsoColor Navigator, il marchera jamais de la vie sur aucun iMac, aucun BenQ. BenQ, Et même Palette Master Element. pas tous les ISO. Seulement En les plus, ISO Color Edge. En plus. voilà, les Color Edge. Chez BenQ, ça va être les écrans BenQ SW qui sont calibrables avec Palette Master Element. Et il y a la même chose pour les ProArt et pareil chez ViewSonic. Il y a 4-5 marques seulement hein, qui font des écrans Dell, Asus, calibrables. Ouais. Mais vraiment sérieux. Alors là vraiment, je suis. Oui, mais je ne veux pas rentrer dans les marques, Arnaud, s'il te plaît. Donc, c'est important de comprendre que les deux vont cohabiter. En fait, vous avez besoin du logiciel un peu de passe-partout pour calibrer un portable ou autre chose. Et si vous avez un écran de qualité, on vous recommande de le calibrer avec le calibrage hardware. Avec 3 bénéfices, tu es d'accord? Un, c'est plus précis. On le mesure tout le temps, hein, nous. C'est toujours un peu plus précis en calibrage hardware. 2, le profil est stocké dans l'électronique de l'écran. Il y a 2 énormes avantages. 1, Arnaud se branche avec son portable qui est là sur son bureau. Il débranche son portable. Sa femme arrive et elle veut faire une photo et elle veut la retoucher. C'est une photo de leurs enfants. Elle branche son ordinateur portable qui n'est pas le même, c'est pas la même marque. Peut-être qu'il est sous Windows alors qu'Arnaud il travaille sous macOS. Elle le branche. Elle va récupérer le profil puisque le profil il est stocké dans l'électronique de l'écran et ce profil va être interprété et lu par Windows ou macOS comme un profil ICC et il va venir être pris. Donc, avec le même réglage qui est aux petits oignons. Donc ça, c'est très important. Le calibrage hardware, généralement, il y a une meilleure tenue dans le temps du profil. Il est un peu plus stable. Et puis l'autre gros avantage que vous a montré Arnaud, c'est de pouvoir sur un écran faire un profil pour le web, un profil pour préparer vos fichiers pour les tirages papier et un troisième profil peut-être pour vos projets vidéo et de pouvoir passer de l'un à l'autre en un seul clic. Voilà. Si je voulais faire ça avec un calibrage logiciel, je ne peux pas puisque rien que les candélas par mètre carré, passer d'un profil à un autre, ça va changer la donne de mon écran et du coup, il faudrait que je refasse le profil. Mais par le calibrage hardware, j'ai cette possibilité. C'est un peu les 3 mousquetaires, 3 profils pour un seul écran pour vous et vous pouvez passer de l'un à l'autre quand vous voulez. Et ça commence à devenir vraiment important parce que beaucoup de photographes font et de la photo et de la vidéo, passent de projets qui sont que sur le web parce que ben voilà, les réseaux sociaux, c'est très important aujourd'hui. Mais de temps en temps, ils veulent faire la préparation d'un fichier aux petits oignons pour un beau tirage. Ben, c'est pas les mêmes réglages. Et donc ça, on le verra dans les FAQ tout à l'heure. On refera le point sur les recommandations pour ces 3 utilisations qui ne sont pas les mêmes. Et en fait, le profil de l'écran, c'est de paramétrer votre écran très bien pour une sortie qui n'est pas toujours la même, ouais, ou un usage, comme tu dis. Tout à fait. Voilà. Donc, mais il ne faut pas y avoir goûté. Parce que quand on y a goûté, c'est tellement pratique. C'est meilleur et c'est plus pratique. Il y a plein de questions de la mort. Je ne sais pas si on pourra répondre à tout. J'ai des centaines de questions. C'est bien, hein, je suis très content que vous soyez très actifs, mais malheureusement, on ne pourra peut-être pas répondre à tout. J'en ai noté quelques grandes. C'est là où je vous parle de l'offre spéciale qui est disponible chez Cirque Photo. Si tu veux, toi, pendant que j'en parle, Arnaud, c'est peut-être aller sur la page Cirque et puis tu me l'afficheras dans quelques instants. Okay. Donc, Cirque Photo Vidéo est notre partenaire pour ce webinaire et on a fait 2 choses. D'abord,
Cirque a préparé des prix un petit peu spéciaux. Je suis allé sur leur site et il y a un prix particulièrement intéressant sur le SW270C qui est sur le site de Cirque à 809 €. C'est imbattable. Voilà, si jamais vous avez besoin d'acheter un écran BenQ, précipitez-vous. Je ne sais pas si c'est une erreur et qu'elle va être corrigée dans l'heure, j'en sais rien. Sur les autres écrans, il y a des offres intéressantes, sachant que tous les écrans, que ce soit le 24 pouces jusqu'au 32 pouces, sont livrés complets avec le logiciel Palette Master Element dont on a parlé et la casquette anti-reflet. Faites attention, sur Amazon, par exemple, le SW240, il n'est pas livré avec la casquette. Là, on voit Calibrate Profiler. Voilà. Donc ça, c'est les 4 écrans et on voit les offres. Après, vous ferez ce que vous voulez. Mais l'autre chose, c'est que on a une grosse demande quand on fait des webinaires. Les gens nous disent, oui, c'est bien gentil tout ça en ligne, mais est-ce qu'on peut rencontrer Arnaud en chair et en os? Eh ben, on a dit oui, il y en a marre de faire que du en ligne. Et le 21 avril, qui est un vendredi, Arnaud sera présent physiquement toute l'après-midi chez Cirque Photo Vidéo et il mènera 3 ou 4 petits ateliers en live pour les personnes qui auront décidé de se déplacer. Donc c'est à Paris, boulevard des Filles du Calvaire, chez Cirque Photo Vidéo. Et c'est le vendredi 21 avril entre 14 h et 18 h 30. Ça vous laisse 3 semaines pour vous organiser. On espère qu'il n'y aura pas grève ce jour-là parce que souvent elles passent juste devant chez Cirque, donc ça les amuse plus beaucoup. Ah bah oui, c'est vrai, ouais. Ah bah oui, oui, oui. Ah Il y oui, a eu entre déjà. Bastille et République, oui, c'est sûr. Voilà. Mais Mm. c'est l'occasion de rencontrer Arnaud, de discuter, et puis il fera des manipulations et des calibrages en live avec le calibrage logiciel et peut-être une fois avec Palette Master Element. Je pense que tu feras au moins une fois Ah bah je peux. de chaque. Donc, Mm. si jamais il y a des gens que ça intéresse, en complément de ce qu'on vient de vous montrer, eh bien, ça peut être sympa. Voilà les offres. C'était juste ça. Et donc, on va pouvoir passer à la session questions-réponses. Donc, si tu veux bien enlever ça et montrer une belle photo que tu as fait récemment, ce serait super. N'importe laquelle, Ouais. peut-être une Bah, celle-là que j'aime galaxie. beaucoup parce que je l'ai faite cet hiver, donc la Voilà. nébuleuse d'Orion, une nébuleuse qu'on voit en hiver uniquement. Et donc voilà, au fond de mon jardin, une belle Tu peux nébuleuse l'afficher? intéressante. Elle Voilà, n'est pas affichée. super. Voilà. Si, mais ça, il y a un petit lag, excuse-moi. Nébuleuse très connue, qu'on peut voir un petit peu dans les jumelles, mais évidemment sans couleur. Et quand on la photographie, on a des choses qui apparaissent légèrement verdâtres en vrai et qui apparaissent rougeâtres en photo. Voilà, une étoile qui a explosé il y a très longtemps. Et ça va être un essaim à plein de futures étoiles. Voilà. Très bien. Pas mal de questions sur les cartes graphiques et donc on va pas parler de cartes graphiques, on n'a pas le temps sur ce webinaire et puis c'est pas notre sujet. Donc désolé, Juste, il on peut faudra vous dire, la renseigner. carte graphique ne joue pas sur la qualité d'un profil ou la qualité des couleurs. Donc voilà, sur le critère qualité, Malheureusement, précision c'est de pas couleur, vrai sous Windows, ça peut foutre la merde, Arnaud, je suis désolé. Mais j'ai pas envie qu'on rentre là-dedans parce qu'on n'a pas le temps, on a trop d'autres sujets à couvrir. Donc les questions. ColorMonkey photo. Donc c'est un produit qui spectro. ressemble. C'est un spectro. C'est un Je crois que j'en ai un là. spectrophotomètre et non pas un colorimètre. Donc le ColorMonkey photo, il marche avec le logiciel qui était fourni par X-Rite. Il marche aussi avec le logiciel Calibrite qui s'appelle CC Profiler. CC pour Color Checker, tout simplement Profiler. Le téléchargement est gratuit, j'ai envoyé le lien tout à l'heure. Pour le moment, ColorMonkey Photo, il n'y a pas encore le logiciel Calibrite Profiler. Ça viendra en son temps. Je n'ai pas encore le détail de la disponibilité. Mais en tout cas, vous n'êtes pas bloqué. Vous pouvez faire évoluer gratuitement du logiciel X-Rite vers CC Profiler en allant sur le site Calibrite. Deuxième grande question, c'est est-ce qu'on peut refaire les 3 types de profils en précisant à chaque fois les Kelvin et les candela par mètre carré, suivant qu'on veut faire de la photo pour le web, pour le print, et puis peut-être un 3e réglage, genre vidéo, si tu veux bien.
Alors pour le print, donc vraiment une norme qui marche très bien, c'est donc les 80 candela mètre carré pour la luminance. Votre écran paraîtra trop sombre uniquement si votre pièce est trop claire. Et vraiment, ce qui marche bien, je trouve, pour faire de l'impression, c'est réellement d'adapter la luminance de votre pièce à un écran à 80 et non pas de choisir votre luminance pour que ça soit chouette dans votre pièce telle qu'elle est éclairée. Ça, c'est ce qui marche bien. 80 candela mètre carré, le noir, le point noir, donc on va dire entre. Alors, si vous prenez un papier brillant, RC, là, la Dmax est en général de 2,5, entre 2,4 et 2,8. On va dire 2,5. Eh bien, avec le petit outil mathématique que j'utilise là sur mon site, ça correspond à un contraste d'à peu près 500, 600 pour 1. 600 pour 1. Or, comme vous avez mis votre luminance à 80, bah, si vous faites votre calcul, vous tombez sur un point noir qui va être environ dans les 0,4, 0,3, 0,4 candela au mètre carré, si vous faites un petit calcul vite fait. Ça, c'est pour un papier brillant. Papier mat, c'est encore moins de contraste, moins de contraste. Ça veut dire que le point noir doit être encore 2 fois plus clair. Donc là, on va passer à 0,6, 0,7 candela au mètre carré. Donc, ce que je vous conseille, moi, de faire, c'est de choisir toujours 80, adapter la lumière de votre pièce en fermant les rideaux et autres pour que vous ayez l'impression de travailler sur un écran qui vous paraît normalement lumineux. Et pour le point noir, faites des essais-erreurs. Vous éclairez votre tirage. Point, moi, qui, je trouve, marche très bien à la maison, c'est quand j'éclaire ça, donc avec la fameuse Graphilight 2, elle a l'avantage d'avoir un IRC, l'indice de reproduction des couleurs, de très haute qualité. On est à plus de 95%. Donc, ça reproduit très fidèlement les couleurs. Et vous avez de un celle-là, de niveau. lampe? Voilà. Vous avez en plus la possibilité de choisir les Kelvin, voilà, entre très chaud et plutôt froid. Et vous avez 3 niveaux d'éclairage. Et par exemple, à la maison, dans mon bureau, quand je suis à 80 candela mètre carré et que j'éclaire avec la Graphilight 2, je me mets à 5000 Kelvin. Je ne mets pas mon écran à 5000 Kelvin pour autant parce que là, l'écran apparaîtra trop chaud. Je laisse à 6500 ou des fois, je baisse un tout petit peu et je mets le niveau d'éclairage de mon tirage au 2e niveau seulement. Vous voyez? Et là, je trouve qu'il y a une très très bonne correspondance pour l'impression. Voilà les critères pour l'impression. Papier brillant, papier mat. Pour le web, là, c'est pas compliqué, c'est 120 candela mètre carré, ça marche très bien, c'est une valeur sûre, c'est une valeur qui est maintenant reconnue par tous les fabricants de sondes. Donc évidemment Calibrite et son concurrent. Là, vous mettez votre point noir le plus noir que vous pouvez, parce que c'est plus joli, et ça n'a pas d'incidence sur ce que les autres vont voir. On est avec un gamma à 2,2 toujours, on est avec 6500 Kelvin. Vraiment, c'est des valeurs cibles qui fonctionnent très très bien. Et votre écran, bah, si vous avez un écran Adobe, vous le laissez en Adobe, puisque vos images, quand vous allez les partager avec les autres, vous allez les enregistrer en sRGB, vous allez les convertir en sRGB, c'est ce que je vous conseille. Après, il se passe plein de choses que vous ne maîtrisez pas, mais le minimum syndical, c'est quand même de votre côté de les mettre en sRGB, même sur un écran Adobe. Moi, je dis toujours, c'est pas parce que vous avez une Ferrari, vous roulez tout le temps à 300. Des fois, vous roulez qu'à 130. Eh bien, voilà. De la même manière, c'est pas parce que vous avez un écran Adobe que vous êtes toujours obligé de travailler en Adobe, parce que n'oubliez pas, vous êtes peu nombreux à avoir des écrans Adobe. Donc, si vous travaillez vous avec un super travail chez vous, c'est presque indispensable pour faire votre tirage. Ben oui, parce que vous allez pouvoir le Attention, comparer. c'est pas la marque Adobe, hein, c'est un écran qui soit capable de Qui affiche reproduire l'espace l'espace de couleur Adobe couleur Adobe qui est plus RVB grand que le fameux sRGB. 98. Voilà. Adobe RVB 98. Sachant qu'il y a d'autres bons espaces Adobe Oui, qui s'en rapprochent, on peut en comme parler le longtemps, mais pas ce soir. RVB. On va pas parler de Profoto RVB parce qu'il est très Non. grand, il est très intéressant, mais c'est un réglage pour les experts. Je reviens sur donc tes Et recommandations. puis, juste pour finir pour la vidéo, là, pensez, éventuellement, vous pouvez rester à 120, mais pensez à mettre un gamma plutôt à 2,4. Je pense que c'est un bon compromis, toujours 6500 Kelvin, un noir très profond, mais là, plutôt un gamma à 2,4. Parce que, alors c'est toujours pareil, vous ne savez pas où est-ce que la vidéo va être vue. Est-ce qu'elle va être vue dans l'univers ouaté d'un home cinéma où les murs sont noirs, ou est-ce que ça va être vu en plein jour, en plein soleil sur un smartphone très lumineux? Bon, un réglage qui a l'air de bien fonctionner, c'est un gamma à 2,4. On va dire que ça sera la petite différence. Voilà. Voilà pour les grands réglages qu'on peut faire. Et puis après, Donc, c'est des cas par cas.
Pour le web, 6500 Kelvin, 120 candela par mètre carré, gamma de 2. Et noir le plus absolu. Là, vous choisissez noir de votre écran, le noir absolu de votre écran. Pour travailler les fichiers pour la retouche et préparer le fichier pour le print, ce que tu dis, c'est préalable, on va baisser la luminosité de sa pièce au maximum, de manière à ce qu'on soit dans la pénombre et on voit en gros son clavier et sa souris. C'est ça? Ouais, peut-être un petit peu Là, plus, mais pas tellement plus. oui, Ouais, exactement. à peine plus. Exactement. À ce moment-là, on va pouvoir descendre la luminance. Alors, la luminance, c'est la quantité de lumière qu'émet votre écran. En fait, hein. La luminosité, c'est la luminosité de la Mais bon, pièce. les spécialistes appellent ça la luminance. Non, 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 non. La luminosité, c'est la luminosité de la pièce, c'est la lumière ambiante. La luminance, c'est la quantité de lumière qui sort de votre écran. C'est pas la même chose. Et donc, cette Non, mais on est luminance, d'accord. Dans le vocabulaire je sais. courant, on fait souvent cet amalgame, effectivement, que tu viens de préciser. Bon, là, je préfère être précis, c'est tout. Et Non, donc, mais tout à fait. pour préparer le fichier pour le print, en baissant la luminosité de la pièce, alors, et seulement dans ce cas-là, vous allez pouvoir régler votre écran sur une luminance qui est faible, qui est 80 candela par mètre carré. Cette recommandation, elle n'est pas prise au hasard. C'est la recommandation pour la norme ISO du retoucheur photo professionnel. Il y a des gens qui payent une semaine de formation pour pouvoir être accrédité à cette norme. Hein. Ce n'est pas le truc pour débutants. Donc nous, on vous le dit, si vous pouvez baisser la luminosité de votre pièce, alors vous allez pouvoir calibrer votre écran à 80 candela par mètre carré. Et là, en Kelvin, tu te mets à combien? Moi, souvent, je me mets entre 6000, 6250, 6000. Je descends un petit peu. Je me mets un tout petit peu plus chaud. La norme ISO, ce serait 5500 Kelvin. Pour beaucoup de personnes, c'est très jaune. Donc, c'est que les utilisateurs avancés, je dirais, qui sont là-dessus. Donc, quand moi, je travaille avec les tireurs d'art comme Boris Guérard chez Picto, eh ben, il est à 5500 Kelvin et à 80 candela. Mais Et il fait attention, que ça. peu Que d'écrans ça. sont capables d'afficher du 5500 Kelvin en étant chaud et non pas jaune. Voilà, c'est Oui. très important. Ben, un écran de portable, typiquement, parce que beaucoup de questions et comment je règle mon écran de portable, il aura beaucoup de mal à être à 80 candela et à 5500 Kelvin. L'image sera pas belle. Non, mais c'est pas Donc, possible. Moi, j'en ai jamais ben, vu. Hein. tu peux essayer, mais en fait, il C'est ramille. jaune, c'est pas chaud, c'est jaune. C'est ça, c'est ça. Donc, ce réglage-là, c'est plutôt sur des écrans un peu sérieux, ceux dont on vous a parlé dès le début, c'est-à-dire une dalle IPS, une finition mat au niveau de l'écran. Il est livré souvent avec une casquette et il permet le calibrage hardware. Alors à ce moment-là, vous avez tout bon et vous allez pouvoir faire ce réglage. Pour un écran bureautique standard, peut-être qu'il faut être raisonnable et peut-être se mettre à 100 candela par mètre carré et à 6000 Kelvin par exemple. C'est intermédiaire, mais au moins votre écran, il va être capable de le faire. D'accord? Donc ça, c'est pour tous les réglages, que ce soit réglage logiciel ou calibrage hardware. Et puis, tu as bien montré les avantages du calibrage hardware, mais je voulais repréciser ça. Une question. Est-ce que quand on fait un calibrage hardware, on doit éliminer le profil qu'on a fait en calibrage logiciel? Est-ce qu'il y a un risque de conflit? J'en ai jamais vu. Non, parce que de toute façon, vous voyez, dans le mode que vous avez là, vous n'êtes pas sur le même canal. Donc, moi, j'ai jamais vu de conflit. Mes écrans sont calibrés avec différents profils. Et c'est bien le mode sur votre écran qui va aller chercher le profil qui a injecté et donc qui prend la main. Et vous regardez d'ailleurs, quand vous faites ça, si vous regardez dans Photoshop, à la ligne RVB Moniteur, vous allez voir que le profil a changé. Donc, le profil a bien été injecté dans votre ordinateur et Photoshop l'a récupéré. Donc, c'est bien lui qui est privilégié à ce moment-là. Parfait. Donc, quelqu'un me dit, ouais, super, merci pour votre explication sur la température de couleur, donc en Kelvin, la luminance en candela par mètre carré. Ah oui, petite anecdote, candela par mètre carré, moyen mnémotechnique, c'est le nombre de bougies, donc le nombre de chandelles allumées sur une surface d'1 mètre carré. 80 candela par mètre carré, c'est donc pour la retouche photo professionnelle, donc c'est 80 bougies allumées sur 1 mètre carré. On vient de vous dire quand même que les écrans grand public sont livrés à 350 ou 400 candela par mètre carré. Ils sont pré-réglés à 8000 Kelvin.
moralité, si vous calibrez pas votre écran, en fait, vous avez devant vous le fichier que vous avez pris beaucoup de peine à prendre en photo, mais qui s'affiche à vous beaucoup trop lumineux, beaucoup trop bleu. Et si vous n'avez pas une sonde pour corriger le tir, avec vos petits yeux, vous n'allez pas y arriver. On a essayé, hein, Arnaud, tu es d'accord, que ce soit toi, que ce soit moi, on a essayé de le calibrer à l'œil. Ça ne marche pas du tout. Qui est capable de lire avec ses yeux 80 candela au mètre carré? Impossible. Autant il y a quelques musiciens qui ont l'oreille absolue, mais personne n'a l'œil absolu. Donc on n'est pas capable, on est obligé de céder de la sonde pendant la phase d'étalonnage pour régler à 80. On est obligé. Par contre, le gamma, on ne va pas rentrer dans le détail, le gamma, en fait, il reproduit la courbe de l'œil qui n'est pas linéaire. Donc, allez sur Wikipédia, sur ce que vous voulez, vous aurez des textes, mais l'expliquer dans un webinaire, c'est trop chiant. Donc, on décide de ne plus parler du gamma. J'ai fait une page là-dessus. Il y a le livre sur de Jean Delmas dont tu as parlé. Bien documenté. Et puis, vraiment, j'ai essayé de documenter ce point-là parce que c'est très intéressant. Et aller sur la page où je parle du HDR et du gamma, et j'ai vraiment illustré pour montrer un petit peu ce que c'est que ce fameux gamma, pourquoi il bouge, pourquoi c'est super intéressant de bien comprendre cette notion-là. Donc là, je prêche pour ma paroisse parce que je l'ai documenté. Regardez aussi sur mon site internet, c'est vraiment une question qui m'intéresse beaucoup. Ouais. Et c'est passionnant, l'œil humain est vraiment passionnant. Pas mal de questions sur la photo que tu présentes. Est-ce que tu peux nous en dire plus et comment l'as-tu prise? Avec quel matériel? Alors, ça, c'est donc une nébuleuse qu'on voit dans le ciel d'hiver, dans la constellation d'Orion, nébuleuse d'Orion. J'ai photographié ça avec un boîtier 24-36, numérique évidemment, avec un 280 mm de focale, un téléobjectif, ce qui me permet, alors si je montre la photo dans son entier, avec 280 mm de focale, vous voyez, je l'ai photographié. Donc là, c'est une toute petite portion de la constellation d'Orion, où on voit très très bien donc, cette très belle nébuleuse, 300 mm de focale. Et évidemment, la photo astronomique, c'est très long. Si je la remets à 100%, vous voyez qu'il n'y a pas trop de bruit dans mon image. Alors, comment j'ai fait? C'est très simple. C'est un long temps d'exposition. En astronomie, c'est la nuit, les étoiles sont plutôt faibles, les nébuleuses sont très très faibles. Il faut donc poser très longtemps. C'est une demi-heure de pause, une demi-heure. Là, c'est plus une seconde, c'est plus une fraction de seconde, c'est une demi-heure. Et donc là, je fais deux choses. Non seulement il faut absolument compenser la rotation de la Terre pour faire cette photo pendant mes 30 minutes. Donc, on utilise une monture spéciale. Je vais vous la montrer. Je dois avoir des photos. Là, je vais vous montrer vite fait. Si vous allez sur mon site d'ailleurs, voilà, le plus simple, si ça vous intéresse vraiment. Vous allez dans la partie ciel étoilé. Je reprends cette photo. Là, vous voyez bien mon site web. Ouais. Et bien, regardez, en dessous, chaque photo astronomique, j'ai expliqué avec quoi j'ai fait la photo, pourquoi, comment, voilà. Quelques explications sur l'objet et quelques explications sur comment j'ai fait cette photo-là, avec les conditions matérielles et les conditions de prise de vue ici. Et un gros plan un peu plus en dessous. Donc là, voilà, c'est tout expliqué. La monture, c'est cette chose-là. Vous voyez qu'elle est orientée vers l'étoile polaire, donc dans l'axe de rotation de la Terre. Et ici, vous avez des petits moteurs qui vont tourner exactement à la même vitesse que la Terre pour compenser de manière à ce que l'appareil photo soit toujours dirigé exactement à la même place sur une étoile. Donc, je reviens sur une étoile et vous voyez, ça fait des étoiles parfaitement ponctuelles et non pas des traînées d'étoiles comme on voit quand le temps de pause s'allonge et qu'on n'a pas compensé la rotation de la Terre. Voilà. Et dernier petit détail très important, cette photo est une pause d'une demi-heure. Or, elle n'a pas été prise en une fois une demi-heure, elle a été prise en plusieurs pauses de 3 minutes. Donc là, j'en ai fait une dizaine. Chaque photo est donc trop sombre, mais en les empilant les unes par-dessus les autres dans Photoshop, avec un mode de fusion dans Photoshop qui s'appelle le mode superposition et non pas normal, eh bien, chaque fois que vous compilez les photos, vous ajoutez 3 minutes de pause à chaque fois. Et quand vous avez 10 photos, vous avez cette photo très lumineuse de la nébuleuse Orion. Et là, vous allez me dire, mais pourquoi faire plutôt 10 plutôt qu'une seule photo? Eh bien, il y a un avantage qui est absolument, il y a deux avantages qui sont géniaux. Il y en a un qui est connu depuis très longtemps, qui est
que, vous voyez, là j'ai travaillé à 200 ISO, je crois. Eh bien, quand vous mettez plusieurs photos les unes sur les autres, chaque photo est très légèrement à un endroit différent. Donc moi, je vais les remettre, les recompiler exactement à la même position, mais en vrai, ça s'est très légèrement décalé. Mais ça a un avantage précieux, c'est que le bruit de notre capteur, puisqu'on va poser 3 minutes, le capteur va chauffer très légèrement, il va y avoir un petit peu de bruit, mais comme le bruit n'est jamais au même endroit, eh ben, il va s'annuler sur les 10 photos. Et donc, vous allez avoir moins de bruit sur votre photo avec 10 fois 3 minutes plutôt qu'une fois 30 minutes. Donc, ça fait des images qui sont peu bruitées. Et le dernier avantage, c'est que depuis quelques années maintenant, on a de très nombreux satellites qui sont envoyés pour les Starlink par Elon Musk et tous ces trucs-là, pour la communication Internet par les satellites. Et ben, le problème, c'est que ces satellites maintenant envahissent littéralement le ciel et laissent, quand ils passent devant le champ de visée, ils laissent des traînées comme un avion, un peu comme un avion. Quand vous avez ce genre de traînée sur une photo, la photo est inutilisable. C'est impossible d'aller enlever un trait parce que vous allez enlever des étoiles au passage, c'est impossible. Donc, en multipliant le nombre de prises de vue, eh bien là, quand j'en ai besoin de 10 pour avoir mes 30 minutes, je vais plutôt en faire une quinzaine. Et dans le lot, il va y avoir un satellite et je vais enlever toutes les photos où il y a les fameux satellites Starlink, Amazon et autres. Je les enlève de ma série et je compile uniquement les photos qui sont propres et qui n'ont pas de satellite. Voilà en grossièrement, et il y a d'autres explications sur mon site internet. Très bien. Merci beaucoup. Est-ce que tu voudrais terminer peut-être sur un dernier petit conseil ou un point de vue que tu as envie de partager avec tout le monde? Et comme ça, je te laisse le dernier mot. Mais avant que tu fasses ça, Alors là, vraiment, il y au a un revoir à truc tous et récurrent. merci. Quand je conseille un écran de qualité, quand les gens franchissent le pas, soit parce qu'ils ont le budget, soit parce qu'ils se disent ah, ça a l'air sympathique ce qu'il dit Arnaud sur son site internet. Je n'ai jamais reçu un mail de quelqu'un qui achetait un bon écran, donc avec le calibrage hardware par exemple. J'ai jamais vu quelqu'un me dire mais ça sert à rien. Jamais. À chaque fois que les gens achètent des bons écrans, vraiment, vous connaissez ma philosophie. J'ai envie que les gens se fassent plaisir. J'ai envie que je suis pas un intégriste de la couleur. Donc, je pense que chacun se fait plaisir comme il a envie. En revanche, donc c'est pas moi qui vais vous obliger à acheter ce genre d'écran. Je n'ai juste jamais rencontré quelqu'un qui franchissait le cap, qui avait envie de revenir en arrière et qui m'avait reproché de lui avoir conseillé un tel écran. Il y a une vraie différence et quand on y a goûté, on n'a plus envie de revenir en arrière. Vraiment, pour moi, c'est extrêmement clair. C'est pas du un peu, oh oui, c'est sympa, oui, bon, d'accord, c'est sympa. Non, non, quand les gens franchissent le pas, ils sont vraiment très contents d'avoir franchi le pas. Voilà. Merci Arnaud, on va terminer là-dessus et j'invite tout le monde, si vous avez la possibilité d'être à Paris le 21 avril, à venir te rencontrer en face à face, te serrer la main pour Ouais, des papoter, il y a plein de choses à mini-ateliers dire. Ouais. qui seront faits chez Photo du Cirque, qui par ailleurs est un très chouette magasin où il y a plein de matos pour les fans de photos, Bon, mais évidemment. ils connaissent, les Il y a même Parisiens une connaissent. division. Oui, mais Les il y a des Pro- gens qui ne Ils viennent viennent pas à de Paris tous province. les Ils viennent jours de province. Ouais. ou qui connaissent Paris, mais peut-être pas dans le même quartier. Et donc, il y a la partie photo, il y a la partie vidéo, et il y a même une partie matériel d'occasion. Donc, ça peut être l'occasion, si vous voulez, de faire d'une pierre deux coups, de visiter le magasin et en même temps de venir rencontrer Arnaud. Donc, le 21 avril, de 14h à 18h30, moi, je viendrai dire bonjour vers 17h certainement. Voilà, merci beaucoup. Merci d'être si Merci pour nombreux votre à nous attention. suivre pour C'est un ces plaisir. ateliers. Merci à toi Arnaud et au revoir. À bientôt pour un prochain webinaire. Un prochain webinaire. À très bientôt. Bonne soirée.